comprendre la femme. Auguste sont invités, mesdames et messieurs, mesdames les femmes leaders, la tata Bintou Sanankoua qui est avec nous, la doyenne Tanti Salama, madame Siki Atousso, toutes les madame le ministre Deja Kantra, madame la ministre Umumba, Sangare Umumba, madame la ministre Salamata Fofana. Merci infiniment à aussi nos leaders du COFEM et à APDF, les femmes entrepreneurs qui sont avec nous, les Hiforchi, les Kamale Nisara, comme j'aime les appeler, parce que pour moi, le Saramaya, c'est pas ce que Dieu te donne, c'est ce que tu as fait à travers ces actes. Donc tous ces hommes, Kamale Nisara, qui sont avec nous, en tout cas, monsieur le ministre Amadou Tcherno As-Diallo, vous êtes à féliciter, parce que je pensais voir une autre tête masculine aujourd'hui, monsieur le ministre Abdraman Silla, malheureusement, qui n'a pas pu venir à temps. Malheureusement, on a fermé, hein? Donc là, c'est bon. Et, mais aussi tout le protocole, la sécurité, parce qu'on sait que les hommes avancent avec les femmes aussi aiment avancer avec les hommes, parce que nous sommes complémentaires et égaux. Donc, pour la série de conversations, nous avons eu, au début du mois de mars, l'insigne honneur aussi de recevoir Madame Béatrice Eyong, qui est la représentante résidente de ONU Femmes. C'est avec elle qu'on a ouvert la série, parce qu'on s'est dit pour ce mois de mars, on veut donner peut-être l'opportunité de voir d'autres perspectives, de ne pas seulement échanger entre nous, mais aussi voir comment les autres femmes africaines leaders ont pu relever le défi, continuer à relever le défi, partager les expériences. Après Béatrice Eyong, on a eu une de nos cadettes, Stella Bida, qui est aujourd'hui quand même une coach internationale et qui a même eu l'insigne honneur d'être honorée par le président John Bouda à travers son temps, à travers l'Union européenne, au Parlement de l'Union européenne en Belgique. Et après Stella, nous avons eu aussi l'opportunité de discuter avec son Excellence Bineta Diop, qui est l'envoyé spécial de la Commission de l'Union africaine auprès des Nations Unies pour tout ce qui est agenda femmes, paix et sécurité. Après Bineta Diop, la quatrième conversation s'est tenue avec Soukeina Khan, qui est la représentante résidente, ou on dit directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Donc après Soukeina, on a eu, pour la cinquième conversation, c'était à la place aux femmes scientifiques, et on a eu l'insigne honneur de recevoir Dr Halima Diawara, qui est une de nos valeurs sûres africaines qui aujourd'hui nous honore à travers son emploi au sein de la NASA. Donc Halima Diawara a beaucoup partagé avec nous par rapport à l'apport de sciences et comment les filles et les femmes que nous sommes aussi peuvent continuer toujours à rechercher la connaissance à travers les STEM, sciences, technologies, engineering et mathématiques. Aujourd'hui, je ne sais pas comment l'introduire. Je pense qu'il y a une internaute, quand on partageait l'avis de cette conversation, il y a une internaute qui est venue et qui a voulu témoigner. Et ce qu'elle a dit par rapport à notre invitée de ce jour, elle a dit, c'est une femme, il s'agit de Karidja Diakité, qui a dit de notre invitée de ce jour, elle a la tête sur les épaules. Une femme intellectuelle qui est à la hauteur. Après, notre monsieur, parce qu'on est beaucoup suivi par les hommes, particulièrement Moussoya, qui est l'émission citoyenne qui est dédiée au sujet de société, spécifiquement les inégalités hommes-femmes. Aujourd'hui, je pense qu'on a plus de 80 000 personnes qui nous suivent sur Facebook. La radio, on ne peut pas dire, mais je sais que sur ces 80 000, 56% sont des hommes. Donc, les hommes sont plus que jamais conscients que la lutte contre les inégalités et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille est une question humaine, c'est une question de développement et on ne peut pas le faire qu'avec leur accompagnement. Elle a dit, Cheikh Oumar Keïta, il a dit, le choix porté sur cette dame riche en connaissances est excellent. Elle est capable de nous remémorer l'histoire du 26 mars et le rôle qu'a pu jouer les femmes. Il s'agit bien aujourd'hui de l'ancienne première dame du Mali, Madame Konaré Adamba, que nous recevons aujourd'hui. Et avant même d'aller plus loin, je voudrais vraiment que nous puissions l'accueillir en acclamant. Et vraiment, ça va m'aider aussi à relever un peu le stress. Je suis tellement émue parce que c'est incroyable. J'ai cherché les livres, mais les deux derniers, parce que c'est les plus neufs, j'ai dit qu'il faut bien que je les amène avec moi. Peut-être j'aurai l'opportunité de les faire auto-dédicacés. Donc j'ai mes deux livres avec moi, Madame la Première Dame, si l'opportunité le permet. J'aimerais bien avoir la dédicace si possible. Donc Madame Adamba Konaré est l'ancienne Première Dame du Mali et de 1992 à 2002, comme on le sait.
Elle est aussi l'éminente professeure d'histoire que nous avons connue moi-même personnellement. Elle ne se rappelle pas de moi parce que j'étais peut-être très petite, mais j'ai fait une année avec la Tata Odile à l'INSUP en 90, avant de partir aux États-Unis, et toujours je la lorgnais quand elle venait à l'INSUP. Parce que déjà, la façon même dont elle s'habillait, tantôt en traditionnel, tantôt en européen, et ça me fascinait beaucoup. Et déjà, on connaissait ce qu'ils avaient pu faire, elle et son mari, par rapport à l'épanouissement des femmes et l'épanouissement du Malien et de la Malienne, à travers leurs écrits et toujours leurs contributions. Madame Adamba Konaré est donc professeure d'histoire après avoir eu une maîtrise à l'INSUP en 1971, qu'il a conduite en Pologne, à l'université de Varsovie, où elle a obtenu son doctorat en 1975 en histoire. Elle est aujourd'hui agrégée professeure depuis maintenant 1994, donc ça fait 27 ans qu'elle est professeure d'enseignement supérieur. Et je pense que ça s'applaudit. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que les femmes ont vraiment aspiré à faire de hautes études. La maîtrise est en 1971. Je crois que dans la salle, déjà, beaucoup de jeunes et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc, dire que la problématique, et jusqu'à aujourd'hui, on est en train de lutter pour qu'on puisse accéder à l'instruction, à l'éducation au plus haut niveau. Et on a aussi la doyenne qui est avec nous aujourd'hui. Merci infiniment, la Tata Binta Sanangoua, d'être avec nous. Madame Adamba Konaré est écrivaine, je l'ai dit. J'ai amené 2 des derniers livres avec moi pour la fameuse dédicace que j'espère avoir aujourd'hui. Et j'ai essayé de compter, c'était très difficile. Ce qu'elle-même elle a écrit, c'est déjà plus de 10 livres. Et les autres contributions qu'elle a eu à le faire. Et les différentes publications récemment, les cris de cœur, d'alerte qu'elle a eu à lancer. Mais j'ai mes favoris, bien sûr, le griot m'a raconté, donc qui est là, qui est paru, je crois, il y a 2 ans. Oui, donc j'espère l'avoir dédicacé. Et ça, c'est pour toutes celles qui m'ont visité à la maison. Ça, c'est des livres que je garde toujours copieusement sur la table de salon. Parce qu'il n'y a aucun moment de... Quand tu es stressé ou tu ne penses pas que le Mali avance, dès que tu ouvres ces pages, voir ces images, voir ces rappels, d'où on vient, de très très loin, passé aussi riche. Je pense que vraiment, Madame Konaré Adamba a beaucoup écrit et a beaucoup contribué pour l'épanouissement des Maliens et des Maliennes que nous sommes, des Africains et des Africaines que nous sommes, et particulièrement des femmes que nous sommes. Il y a Sundiata, l'épopée, le fondateur de l'Empire du Mali, qui est apparu en 1983. Il y a les grandes dates du Mali que je viens de montrer, qui a maintenant été aussi revue. Et le griot m'a raconté, ça c'est vraiment mes favoris. Elle est aussi entrepreneur. Beaucoup de personnes ne savent pas cela en elle. Entrepreneur social, je pense qu'on le sait, parce qu'il y a Mousso Kounda, qui est là, à Korofina, qu'on aime bien visiter. Mais le centre Kadiatou Cham aussi est là. Et moi-même, j'ai eu l'insigne honneur, je pense, il y a 4 ou 5, 8 mars, de passer là-bas et de voir toutes ces jeunes filles, toutes ces femmes qui avaient peut-être perdu l'espoir. Parce que ça offre des opportunités aux femmes de se reformer, celles qui n'ont pas eu l'accès, qui ont abandonné l'école ou qui ne sont jamais même allées sur les bancs de l'école. Le centre Kadiatou Cham fait des miracles dans ce sens. Je pense qu'il est ouvert depuis 2015, si je ne me trompe pas. Et avec le centre Kadiatou Cham, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais j'ai voulu courir là-bas pour me faire maquiller. Parce qu'il y a toute une gamme de produits cosmétiques que Madame Adamba Konaré a initié, Divinature, depuis 2015. Et ces produits-là, c'est vraiment des produits hypoallergiques parce que tu les utilises, il n'y a pas de problème. Mais ce que moi j'aime, c'est qu'à la vente même, on t'aide un peu, te montre un peu quelques astuces, comment tu peux te maquiller et quelles sont les couleurs qui vont avec toi. Donc cet aspect, on ne le sait pas beaucoup, mais je pense qu'à travers toujours la féminité qui n'a jamais empêché le féminisme, tout le monde sait qu'elle a su concilier à elle avec toutes ses camarades de classe. Adamba Konaré, notre ancienne première dame, a grandi et elle est au lycée de jeunes filles, je pense bien, avec notre tata qui est là, Madame Sangare Omumba. Je pense que c'est une promotionnaire du lycée de jeunes filles. Un lycée, quand nos mamans nous racontent, je pense que vous avez fait beaucoup de choses là-bas. Des fois, on pense que c'est notre époque qui était la meilleure. Mais quand on voit certaines photos, on dit est-ce que vraiment notre époque était la meilleure, avec surtout les afros et les pantalons pas d'éléphant là. Donc on voit qu'en bas, il faut qu'il y ait quelque chose. Mais vraiment, je ne sais pas, c'est beaucoup à dire. Or, je pense que tout le monde veut l'écouter.
Donc, je vais peut-être arrêter ici et donner la parole à notre invité du jour avec notre camarade de Sarah qui nous a rejoint, Monsieur le ministre Abdraman Silla. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Vous et votre homologue et tous ces gardes du protocole. Et aussi l'université Kinki qui nous accueille, virtuelle du Mali, qui a aussi une œuvre d'un homme, Amadou Diawara, qui a cru et qui continue à croire à l'avenir du Mali à travers la formation de sa jeunesse. Donc, je pense aujourd'hui, nous allons avoir une conversation assez riche sur le leadership africain féminin. Bonjour, Madame Konari. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, dans l'ensemble. Ok, merci infiniment d'être avec nous. Aujourd'hui, nous commémorons les 30 ans de l'avènement de la démocratie chez nous. Et je sais que ça a été fait à prix du sang pour beaucoup. Beaucoup de sueur de vous et de vos camarades. On est à la télé, on est à la radio, on est sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas facile d'observer une minute de silence. Mais je pense qu'aujourd'hui, chacun et chacune a su faire ce recueillement et ce rappel et cette gratitude envers les martyrs tombés, mais aussi envers les combattantes et les combattants de la liberté qui sont encore avec nous. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment solennel pour les apprécier, pour les gratifier, pour échanger avec eux et elles. Donc, en ce 26 mars, de 91 à 2021, il y a beaucoup d'encre qui a coulé, il y a beaucoup de sang versé. Mais par rapport au leadership féminin, si je vous demandais aujourd'hui, le leadership féminin africain, s'il y a un modèle type, est-ce qu'il y a un prototype? Ou bien devait même avoir un prototype de leadership africain féminin? Qu'est-ce que vous allez répondre? Bonsoir. Bonsoir. Kumba, permettez-moi tout de même, en ce jour solennel du 26 mars, Dieu a fait que bon, la date de cette émission-là coïncide avec le 26 mars. C'est assez significatif. Et il se trouve également que ce sont les 30 ans du 26 mars aujourd'hui. Donc c'est vraiment une date doublement symbolique. À ce titre-là, même s'il y a eu beaucoup de commémorations, je voudrais quand même, à la mémoire des victimes du 26 mars, qu'on observe une minute de silence, si vous voulez bien. Je vous remercie. Voilà, nous allons former tous des vœux pour le repos encore de l'âme des victimes du 26 mars. Et sur ce, quand même, on va quitter cette note triste-là pour commencer le débat avec deux petits rectificatifs. Bon, je crois que Oumouba est d'une promotion derrière moi. Donc, oui, c'est ma petite sœur là. Donc, c'est une, c'est une promotion derrière moi. Mais on était tous là, on était jeunes, on avait 12 ans, 13 ans quand on arrivait au lycée de filles là. C'était en 1960. Nous, on est la première promotion du lycée de jeunes filles. Donc 12 ans, 13 ans, voire 11 ans. Et puis mon titre académique, effectivement, c'est professeur. C'est le titre académique. Je ne suis pas agrégé. Agrégé, c'est un titre non, oui, ça c'est autre chose. Voilà, donc le titre est professeur avec un grand E à la fin. Donc c'est un titre académique qui se mérite après d'autres travaux de recherche, après l'ensemble de tous les travaux scientifiques qu'on a réalisés et qui est évalué en fonction de ça, on accède à ce titre académique. L'agrégation est un concours. C'est un concours d'enseignement, bon, voilà, qui permet d'enseigner et c'est la grande différence. Pour le leadership, permettez-moi quand même, avant d'entrer dans le vif du sujet, de décrypter un peu votre concept diptyque. Femme leader, les femmes africaines et leader. Bon, leader, j'entends par là une femme chef, où j'ai vu dans le dictionnaire que ça signifie. Le leader, c'est quelqu'un qui a de l'emprise sur l'opinion publique, qui influence l'opinion publique, qui est chef, donc qui est meneur. Alors, donc ça, c'est le terme leader. Femme africaine, c'est vrai, on a tendance à brasser comme ça le grand large. La femme africaine, alors qu'on sait que c'est un continent avec des cultures diversifiées,
L'Afrique, c'est de l'Afrique méditerranéenne à l'Afrique du Sud, donc l'Afrique noire, l'Afrique blanche, etc. Beaucoup de cultures diverses, etc. Mais il se trouve que quand même, il y a une unité indiscutable du continent africain, liée à cet aspect physique même du continent. Et puis, il y a le fait colonial aussi. Toute cette Afrique a été colonisée par différents colonisateurs. Donc, on s'est tous retrouvés sous ce joug colonial, à partager les mêmes épreuves, les mêmes souffrances, les mêmes traumatismes. Donc, il y a eu un sentiment effectivement fédérateur qui fait qu'il y a une solidarité continentale. Tous les hommes de l'Afrique se retrouvent autour de cette solidarité. Et bien entendu, ça se décline au niveau des femmes aussi. Nous sommes des femmes africaines, du nord au sud et d'est en ouest. Et ceci dit quand même, par là même de cette diversité, je ne vais pas me promener comme ça parce que c'est assez compliqué de vouloir mettre tout le monde dans le même bateau. Donc vous permettrez que je m'appuie quand même sur l'exemple du Mali, qui ce sera mon étude de cas. C'est le pays que je connais, c'est la culture malienne que je connais le mieux. Ce sont les femmes maliennes que je connais également, mais j'ai de la considération et pour les autres, toutes les femmes du continent, et beaucoup d'amour, je dirais, et je suis une militante de cœur. Donc, je me sens profondément africaine. Voilà, je tenais quand même à faire ce petit réajustement. Maintenant, vous parlez de leadership féminin africain. Bon, la femme, je comprends par là qu'il faut voir au XXIe siècle quelle va être la position, le rôle de cette femme leader, africaine. Je pense que son travail n'est pas terminé encore quand s'agissant du bien-être social des femmes, du progrès social, leur bien-être même, la lutte contre les violences faites aux femmes, et quoi d'autre encore, l'outillage des facteurs, tout à fait. Et puis quand même, les femmes triment dans les villages. Il y a toutes ces considérations-là d'accompagnement des femmes, comment accéder aux intrants agricoles par exemple, comment les alléger sur le plan du travail, etc., etc. Donc il y a cette dimension qu'on ne doit pas laisser tomber, qu'il faut toujours continuer à cultiver, à entretenir. Ensuite, moi, je vois dans la femme leader du futur, je la vois en train d'infléchir sa démarche vers les hommes aussi. Que ce soit une démarche beaucoup plus ouverte, que ce ne soit pas une démarche basée sur la différenciation entre les sexes, que son savoir-faire, tout ce qu'elle possède comme capital, qu'elle puisse l'orienter aussi vers le bien-être collectif et que ça ne soit pas basé sur la différenciation entre les sexes. Donc ça, c'est le rôle primordial de la femme d'ailleurs, s'occuper du bien-être collectif. Et je me dis qu'en ces temps de guerre, en ce temps où vraiment le monde est dans une spirale de descente, le rôle de la femme va être essentiel. C'est elle qui va assurer la cohésion sociale. C'est elle qui va peut-être être l'artisan de la paix. Tous ces pays sont ravagés par la guerre. On le voit un peu partout en Afrique. Donc, que la femme puisse s'investir sur le chantier de la paix, de la réconciliation entre les peuples, entre les pays, de façon générale en Afrique et même, pourquoi pas dans le monde. Donc, il y a cet aspect-là, infléchir notre mouvement vers le bien-être collectif. Ensuite, je pense qu'il y a un autre domaine qui est le domaine du travail. Il faut que la femme puisse davantage s'investir dans la valorisation du travail. Parce que nous sommes dans un monde de plus en plus performant. La valorisation du travail. La valorisation. Nous sommes dans un monde de plus en plus performant. Donc, il n'y aura pas de place pour ceux qui ne tiennent pas la route. Et vous voyez, avec même toutes ces nouvelles techniques de l'informatique, toutes ces nouvelles technologies, il faut être à la page, sinon on est complètement déphasé, déconnecté. Donc la valorisation du travail par le leader de demain me semble essentielle. Ensuite, il y a un autre terrain qui me semble important. Je pense que le succès du leader de demain ne sera pas forcément d'ailleurs dans le savoir. On a parlé du savoir académique, on peut avoir la tête bourrée de connaissances, on peut être bardé de diplômes de toutes sortes, mais c'est la relation sociale,
qui va être le succès du futur de demain. Je pense que c'est la qualité relationnelle. La qualité relationnelle, je veux dire, les liens que le leader de demain peut tisser avec ses subordonnés. Il faut quoi? Il faut beaucoup de rigueur envers soi-même. Il faut de l'intransigeance avec soi-même. Il faut avoir de l'empathie pour ceux que vous gouvernez, que vous avez sous vos ordres. Il faut leur insuffler le sens de la mission à partager, le sens des responsabilités, le sens du courage, le sens de l'intégrité. Et puis, laissez à vos subordonnés le temps de s'épanouir eux-mêmes, de développer leur potentiel, ne pas les minimiser, les respecter comme on se respecte soi-même. Donc, cette qualité relationnelle, je pense que c'est ça qui va faire le succès du leader de demain. Que nous, plus humble. Ce sont les valeurs fortes qui vont construire l'humanité de demain. Le courage, l'intégrité et l'humilité. Parce que, somme toute, écouter ses subordonnés, les respecter, être capable d'avoir de l'empathie pour eux, les laisser développer leur propre potentiel, leur potentialité, c'est une forme d'humilité. Même quand on sait qu'on est soi-même suffisamment outillé. Donc ça me paraissait important pour le succès du leader de demain. Wow, merci beaucoup. Et je pense que ça nous ramène encore à nos valeurs même ancestrales. Mouroya, Marifia, revenir à l'humain, célébrer l'humain et toujours élever les autres. Ça ne m'étonne pas parce que je ne l'ai pas dit, mais quand je visitais un peu votre parcours, j'ai aussi vu que vous étiez à l'origine de la NDH. En tout cas, parmi les camarades, vous aviez créé la NDH depuis 1989. Donc ça, c'est même avant la chute du régime militaire. Pour ceux et celles qui nous suivent et qui ne connaissent pas, la NDH, c'est l'Association malienne des droits humains. Et je pense que votre récap et surtout la synthèse de tout ce que vous avez dit par rapport au leadership africain féminin, c'est vraiment être humble, célébrer l'humanité. Donc ça revient encore à la célébration et l'épanouissement des droits fondamentaux pour chacun et chacune. Je ne sais pas, je vais peut-être demander à mes doyennes, mes tatas, mes mamans, peut-être aussi mes petites sœurs et mes camarades, si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que Mme Adamba Konaré, l'ancienne première dame du Mali, notre auguste invitée du jour, par rapport à cette 6e conversation que nous tenons sur le leadership africain féminin. Monsieur le ministre, il n'y a pas de souci. Allez-y. Et je pense que toute chose qui rappelle beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Elle a fait tout à l'heure état de votre biographie, de votre combat, et pour ce Mali et pour les femmes. Je voudrais vraiment vous en saluer et remercier. Je voudrais saluer toutes ces grandes femmes qui sont dans la salle et leur dire combien nous sommes heureux, en tout cas de la voie qu'elles ont ouverte pour les autres femmes. Alors le combat de la femme, vous savez, on en a eu juste quelques échanges au téléphone. Alors je dis le combat de la femme, c'est aussi le combat de l'homme. On n'est pas différents l'un de l'autre. Nous sommes plutôt complémentaires à tout bout de chose. J'ai toujours dit, chaque fois qu'il a été question de leadership féminin, j'ai rappelé d'abord que la femme, c'est ma mère. La femme, c'est ma soeur, c'est mon épouse, c'est ma fille. Donc je ne sais pas, chez moi... C'est votre concitoyen aussi. Oui, c'est concitoyen, mais je voudrais dire que chez moi, dans toute mon éducation, l'éducation soninké, alors c'est la maman qui prime. Quand même bien aujourd'hui, vous voyez ces enfants prendre le désert, aller mourir dans le désert ou franchir la Méditerranée. Je vous assure que j'ai vécu une grande émotion en Italie. J'ai rencontré un jeune qui a connu un calvaire, un sérieux calvaire. Alors, d'abord en Libye, où il avait été emprisonné, la traversée de l'océan. Ils étaient 50 à bord d'une embarcation, mais ils sont arrivés à 18. Malgré tout, quand je lui ai dit, je te demande de retourner avec moi au Mali, je t'offre un billet, il m'a dit non. J'ai dit pourquoi? Il dit, j'ai laissé ma mère dans des conditions difficiles. Je ne voudrais plus jamais revenir la trouver dans ces conditions-là. Donc pour dire que la maman, c'est tout. Une femme, c'est tout pour nous.
Et ça fait partie de notre éducation au plus profond. Maintenant, tout ce que Madame la Première Dame vient de dire, je souscris entièrement. Moi, j'ai toujours soutenu aussi qu'il ne faudrait jamais voir dans le combat de la femme une opposition à l'homme. Ce n'est pas ça du tout. Et la tendance aujourd'hui très occidentale à opposer les deux sexes, je crois qu'il faudrait l'éviter chez nous. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait donc, dans cette logique-là. Et je voudrais en tout cas vous saluer encore une fois de plus. Cher aîné, au bonsoir, au Nula, au Konare, au Ba, aussi, Tanti, bonsoir. Et ça me fait plaisir de me trouver devant. Ah, c'est pour la télé? Et donc moi je dois parler plus fort pour la salle sans doute. Alors Dia Yaisako, je suis entrepreneur, c'est trop peu dire quand on vient de commencer, mais on est sans doute sur la ligne tracée par ces tantis qu'on a vu nous se battre quand on était enfant. Moi c'est ce que je dis, je suis une enfant de la démocratie malienne. J'avais je ne sais plus quel âge quand ça se passait, je devais avoir 7-8 ans. Mais on est quand même imprégné de cette histoire-là, parce que c'est l'histoire aussi de nos parents, de ces papas et mamans qui se sont battus pour que le Mali soit aujourd'hui. C'est une émotion vive de me trouver devant Madame Ba Konare, œuvre de laquelle j'ai eu à travailler plusieurs fois à l'université des lettres, quand là il se frotte à l'encens. Mais enfin, très, très bon roman africain, excellent roman du monde, qui allie avec perfection, hein, je ne vais pas refaire l'histoire de ce roman, féminité et féminisme. C'est assez important et je suis pleinement dans la lignée de cette vision du féminisme africain. Moi, je parle d'un féminisme africain et il y a des féminismes africains. Je parle sous le contrôle de la professeure, bien sûr. Et il est important pour nous, jeunes Africains, Africaines, puisque ce n'est pas un combat pour ma part, hein, ce n'est pas un combat de femmes. Seulement d'une femme, seulement d'une seule femme. C'est le combat de la petite fille qui a été élevée, pour ma part, par son père, qui n'a pas fait de transfert intellectuel sur elle, mais qui l'a élevée pour qu'elle soit complémentaire avec ce papa, pour qu'elle soit complémentaire avec tous les hommes qu'elle aura rencontrés dans sa vie, frères, grands frères, aînés, etc., etc. Professeur, et cela est important. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps, au musée Moussokunda, le dictionnaire des femmes célèbres du Mali. Ah, oui. Et oui, que je vais garder avec beaucoup de jalousie, que je ferai dédicacer. Je pense qu'on a rendez-vous demain, que je ferai dédicacer bien sûr demain quand on se verra. C'est un honneur pour moi de me trouver, madame, devant vous et devant toutes ces braves femmes qui sont nos mamans que j'ai vues se battre pour le Mali. Et oui, bien sûr, pour revenir sur les propos de Tanti, nous devons nous inscrire dans cette lignée de féminisme de Nana Triban, de féminisme des héroïnes de Ségou, de féminisme de Sogolon Diatta. En fait, il y a dans nos grandes figures héroïnes, il y a tant à apprendre d'elles. Et d'elles aussi, parce que c'est l'histoire contemporaine du Mali et on a beaucoup de choses à apprendre. Je vous remercie. Merci. Justement, Dia a un peu marché sur ma langue parce que je me disais aussi avec les Nana Triban, Sogolon Diatta, les Awa Keita, les Bintou, Sanankoua maintenant, qui est encore avec nous et on espère qu'on va continuer à se voir encore pendant très longtemps, que Dieu puisse faire cela. Êtes-vous satisfaite de nous? Vous pensez qu'on est sur la bonne voie ou il y a une opportunité à rectifier le tir par rapport au leadership féminin africain que vous voyez avec peut-être vos filles, avec la nouvelle génération et vous êtes projeté aussi dans l'avenir en parlant de cette femme africaine du futur? Est-ce qu'on est sur la voie par rapport à l'héritage légué? Héritage légué. Je vais relever un petit point aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de la marque Divinature. Ça, je voudrais dire au passage, pour faire un peu de pub pour elle l'a fait aussi. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que c'est moi-même qui enseignais le cours de maquillage au centre Kadatou Cham. Donc, ah oui. Mais nous, on n'a pas entendu dans Ah si, il faut le savoir. C'est les qui m'ont dit qu'elles font les cours et elles m'ont montré quelques petits. Dites-leur que c'est Mme Konare qui les a formés. Et souvent, je viens à l'atelier. Je dis, faites comme ça. Ce pinceau-là, il est mal tenu. Allez, faites un dernier coup de blèche. Regarde.
avec toutes les petites astuces pour corriger le maquillage. Je ne sais pas si je suis bien maquillée aujourd'hui. Mais je me maquille. Moi, je n'ai pas de maquilleuse. Donc, j'aime ça. C'est mon violon d'air. C'est ma passion depuis que je suis gosse. J'ai toujours aimé ces histoires-là. Donc, ça, c'était pour me faire un peu de pub à moi-même. Voilà, au-delà de la professeure d'histoire, il y a la professeure de cours de maquillage. Oui, devant le tableau noir, ça c'était. Et puis j'enseigne d'abord le maquillage traditionnel. Depuis bébé, comme on maquille les bébés, etc. Le cours est passionnant. C'est avec le Covid que ça a été arrêté. Maquillage traditionnel. Ah oui, depuis le phare traditionnel. Bon, ça c'est une autre paire de marché, absolument. Donc voilà, pour revenir à l'héritage maintenant, j'avais commencé à... C'était passionnant, ce que tout le monde était en train de dire. Donc il y a eu beaucoup de choses dans ma tête. Mais pour parler d'héritage, Kumba, puisque vous avez pris le risque de m'appeler là, de me faire parler, bon, peut-être... Ma collègue Bintou le sait, en vieillissant, nous, historiens, nous aimons raconter notre vie. À la place de la vie des autres. Donc, on est comme ça, c'est une déformation professionnelle. Donc, je voudrais commencer encore par moi. Vous savez, j'appartiens à une génération intéressante. Intéressante en ce sens que quand je suis née, 1 an avant ma naissance, on a promulgué la loi de la citoyenneté française. Donc, je suis née citoyenne française. La loi, c'est la fameuse loi Lamine Gueye qui a donné la citoyenneté française à l'ensemble des ressortissants, hommes et femmes, de l'Union française. Donc, je ne suis pas née sujet, je suis née citoyenne française. Ensuite, ma génération, on s'est retrouvés donc citoyennes de la communauté française qui est la trouvaille de Charles de Gaulle, comme on le sait, qui s'est promené en Afrique avec son projet constitutionnel 1958. Oui ou non, vous acceptez d'appartenir à la communauté. Sékou Touré a dit non, je n'en veux pas. Lui, il a pris son indépendance. Bon, les autres sont partis avec de Gaulle, mais c'était déjà la voie de l'indépendance. Ensuite, il y a eu ce moment-là, pour moment de la création de la République soudanaise en 1959. Donc, je suis également une citoyenne de cette fameuse République soudanaise issue justement de la communauté. Et puis, ce bref moment de la fédération du Mali, ça a duré 3 mois, parce que le projet de fédéral, là, bon, c'est le Sénégal et le Mali qui sont restés ensemble. Ça a duré de juin à septembre. Donc, j'étais citoyenne du Sénégal et du Mali, mais de la fédération du Mali. Ça, ensuite, c'est l'indépendance. Je suis la fille de l'indépendance aussi. C'était palpitant. Et d'ailleurs, Mouba, je ne sais pas, oui, on était tous là. Ce jeune et beau président élégant, Modibo Keïta, qui a rendu visite au lycée de filles. On l'a accueilli. C'était superbe. Donc, on a vu ces moments palpitants. Et puis, de passage de la colonisation française finissante à la naissance du Mali. Nos derniers profs étaient des professeurs français. La directrice était française. Et puis tous nos profs étaient des agrégés dans toutes les disciplines, des agrégés. Ensuite, Mme Sira Diop est venue, c'est la première directrice nationale, etc. Donc c'est une génération intéressante. Et puis je suis retombée les années 70. Pour moi, c'était palpitant aussi. Sont les années du féminisme viril, musclé, où la lutte des classes a été remplacée par la lutte des sexes. Alors donc, bon, c'est le temps où on faisait de grands discours même sur le fait que, bon, même l'amour n'existait pas, tout était conditionné au matériel. C'était le temps du marxisme, léninisme, etc. Donc, le féminisme pur et dur, lutte des sexes à la place de lutte des classes. Donc voilà, et puis, bien entendu, je suis la fille du mouvement démocratique de 91. Peut-être on va en parler tout à l'heure là. Je ne sais pas si vous avez une question dans ce sens-là. Donc il y a ça, la fille du mouvement démocratique, etc. Donc voilà mon parcours. Pour ce qui concerne les acquis d'héritage, elle a parlé tout à l'heure de Nana Triban, il y a d'autres. Je crois que nous avons effectivement des acquis. Des acquis qui sont liés à notre culture. La femme sublimée, monsieur le ministre en a parlé tout à l'heure. Peut-être j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Donc nous avons cet héritage traditionnel de l'éducation de la femme africaine, de l'éducation de la femme malienne, qui est quand même une éducation de don de soi autrui. Quand la femme n'est pas dans le foyer, ça ne marche pas.
C'est la femme qui veille au bien-être de tout le monde, qui est là aux petits soins, qui se sacrifie pour les autres. Ce don de soi, cette capacité de souffrir pour amoindrir la souffrance des gens, je crois que c'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. C'est un capital, donc c'est un héritage qui nous a été légué par nos mamans, par nos grands-mamans. Maintenant, en parlant d'héritage d'acquis, je pense que vous devez faire référence un peu à tout ce qui a été obtenu tout au long du parcours d'État. Voilà, il y a... oui, il y a quand même deux types là. Moi, je pense qu'il y a deux types d'acquis. Il y a des acquis qui ont été légués, que nous avons obtenus comme ça, par un processus d'évolution même des sociétés, et puis des acquis que nous avons arrachés de haute lutte. Donc il faut faire quand même la distinction entre les deux. Il y a les acquis coloniaux que nous avons obtenus grâce même, la France a dû jeter du lest. Moi, je dis, en 1945-46, la France a vu venir des gouvernements de gauche. Vraiment, la première constituante, la première assemblée de 1945, c'était un gouvernement de gauche, de communistes même. Et au sein en 1946, on a fait le projet constitutionnel pour l'Union française. C'était également un gouvernement de gauche. Donc, sous l'impulsion, disons, sous la facilitation de ces gouvernements d'ouverture, il s'est trouvé qu'il y avait des Africains engagés qui ont su bien manœuvrer, intelligemment manœuvrer pour trouver leur compte dans cette affaire. Parmi ces Africains, je citerai le doyen des parlementaires qui est Lamine Gueye. Il y avait Félix Houphouët-Boigny, un planteur, un médecin et parlementaire et quelqu'un. Il y avait Philidabo Sissoko, il y avait Léopold Sédar Senghor. Donc, ils ont tellement bien manœuvré que Houphouët-Boigny a obtenu la suppression du régime de l'indigénat. C'était en 1946. Suppression du régime de l'indigénat, c'est quoi? Sous la colonisation, l'indigène était soumis à toutes sortes de tortures. On faisait de lui ce qu'on voulait. Le colonisateur pouvait le prendre, le chicoter, faire tout ce qu'il voulait, le soumettre à des travaux durs, l'humilier, etc. Donc, Houphouët, qui est un planteur, qui sait comment ces ouvriers étaient traités sur les champs de plantation, a dû prendre ce problème-là en charge et on a obtenu la suppression de l'indigénat. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de cette loi, qui est d'ailleurs la loi Lamine Gueye, qui est le doyen des parlementaires, qui est 46 également, qui a permis aux ressortissants des colonies de l'Union soudanaise d'obtenir la citoyenneté, avec les droits égaux, les mêmes droits que les métropolitains. Donc, c'est le moment où les partis politiques sont nés un peu partout en Afrique. Au Soudan, vous avez le... En ce moment-là, nous, les femmes, on était où? Oui, mais j'en viendrai parce que tout ce que les femmes ont obtenu découle un peu de cette ouverture, de ce combat de nos parlementaires. Donc, un peu féministes aussi. Non, ce sont des lois qui ont été prises. Ce n'est pas du tout ça d'ailleurs. Mais elles ont bénéficié de ça parce qu'elles sont devenues citoyennes. Elles sont passées d'indigènes, tout ça, à citoyennes. Et puis les partis politiques sont nés. Il y avait le Bloc soudanais, il y avait le PSP de Philidabo Sissoko. Ensuite est venu ce grand parti fédéral qu'est le RDA, le Rassemblement démocratique africain. Non, avec Houphouët-Boigny. D'ailleurs, c'est Philidabo qui a initié le RDA. Donc, il a été à Bamako ici, avec tous ses délégués, mais c'est Houphouët qui est devenu la grande vedette, parce que Philidabo a été plus ou moins... L'administration coloniale n'était pas d'accord, parce qu'elle voyait dans le RDA un parti de troublions, etc. Machin. Donc, finalement, Philidabo s'est retiré. Il y a eu ce parti fédéral dans toute l'Afrique occidentale. Ensuite, avec les démembrements, Union soudanaise, RDA, il y avait le PDCI déjà, etc. Donc, c'est le parti qui a porté le pays à l'indépendance. Il faut le savoir. Donc, pendant cette période-là aussi, des décrets ont été pris en faveur des femmes. Il y avait le décret Mendel déjà de 1939, mais en 1951, il y a eu surtout le décret Jacquinot. Jacquinot qui a demandé la suppression ou de rendre la dot facultative, qui a demandé le régime monogamique, qui a demandé, depuis le décret Jacquinot, qui a demandé à ce que la femme ne soit plus mariée sans son consentement jusqu'à l'âge de 21 ans,
et puis qui a les frères à l'affût qui attendent que les aînés décèdent là pour prendre les épaules. Voilà, donc qui a supprimé tout ça. Donc les femmes ont bénéficié de ça. Et pendant cette période tumultueuse d'ouverture, les femmes se sont organisées au Mali dans les années, au milieu des années 50, 1950. On a assisté à la naissance de plusieurs associations de femmes. Par exemple, l'intersyndicat des femmes travailleuses qui était dirigé par Awa Keïta. Il y avait aussi Djemangele, où se trouvait Fanta Diallo. Il y avait Rencontre africaine où se trouvait Assa Diallo, etc. Et puis ce qui est d'intéressant pendant cette période-là, c'est que cette nouvelle femme émancipée, évoluée, vivant dans l'Union française, là, l'histoire du féminisme malien. La lutte féministe malienne. Bon, elles se sont libérées des traditions ancestrales familiales. Ce sont les femmes de cette génération-là, c'est la génération de nos tantes, de nos mères. Elles se mariaient en régime monogamique. Bon, elles mangeaient à table avec leurs époux. Bon, elles portaient des robes gonflantes et des jupes gonflantes. Mais attention, il fallait avoir la taille de guêpe parce que ça se serrait. Elles portaient déjà des escarpins et puis des ballerines, des chaussures qu'on appelle ballerines, avec de beaux chignons. Bon, la perruque n'était pas encore arrivée. Ou bien la mode garçonnée. Donc, c'est vraiment un vent de folie, un vent d'émancipation, plein de, en tout cas, de droits par rapport aux traditions ancestrales où la femme était vendue, etc. Donc, c'est vraiment ça, on a bénéficié de cette ouverture. Il faut le savoir. Donc, après cette période, évidemment, on est arrivé à l'indépendance et le projet phare de l'indépendance, c'est le code de tutelle. Le code du mariage et de la tutelle, qui est quand même une avancée pour l'époque. Le code du mariage et de la tutelle a fait quoi? Donc ça a été voté en 1962, donc après l'indépendance. Il faut se marier, voilà, il faut se marier par amour. On n'avait plus besoin à l'âge de 18 ans de la permission de ses parents pour se marier. Et puis l'âge du mariage a été reculé à 15 ans. Et surtout, le mariage civil devenait le premier acte d'union. Il fallait aller devant l'officier de l'état civil, dire voilà, vous dites on s'aime, machin, donc vous signez. Et puis c'est assorti de sanctions pénales. Ce qu'il faut retenir d'intéressant, c'est que le mariage civil avait la primauté sur le mariage religieux. C'est écrit dans les textes que tout ministre du culte qui se hasardait à célébrer le mariage religieux avant le mariage civil, c'était dans le texte. Pouvait payer une amende et puis même une prison de 2 mois. Bon, aucun imam n'est allé en prison pour ça, ni n'a payé d'amende, je crois. Bon, si vous optez pour la monogamie aussi, il ne faut surtout pas... Bon, vous êtes libre de choisir entre la polygamie et la monogamie. Parce qu'il faut dire que c'était un dosage entre la tradition, la modernité, quand même, le juste équilibre. Voilà, et l'islam. Dans un pays à 90% musulmans. Donc on a toléré la polygamie, mais avec le choix vraiment des époux et des conjoints. De l'option entre monogamie et polygamie. Moi, si jamais vous signez la monogamie et qu'après vous avez envie de prendre une seconde épouse, vous négociez. Vous négociez. Sinon, on a vu qu'ils n'ont pas négocié. Voilà, mais... sinon la femme tu peux avoir des problèmes. Le maire qui fait ça ou le marabout, ils peuvent avoir. Mais personne n'a eu de problème jusque-là. Ça veut dire qu'il y a un décalage. C'est les hommes qui décident. Voilà, entre les textes et la réalité. Ça, c'est voilà, un autre débat. Donc, mais bon, le mari est quand même resté le chef de la famille dans ce code du mariage. Il est le chef, voilà, il est le chef de famille. Il a le droit de protection de sa femme. Il doit le nourrir. C'est lui qui a le choix du domicile, etc. Donc ça a été quand même une avancée pour l'époque. Et ensuite, bon, il y a eu d'autres mouvements de femmes. Il y avait la commission... je parle trop bien, on arrête là ou non? Non, c'est bon. Oui, comme madame le ministre est en train de passer un mois, allez-y, on vous écoute. D'accord, donc voilà, et
Ensuite, il y a la commission sociale des femmes qui a été créée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'était que c'était affilié au parti. Le RDA était, Mme Sanagwa qui est là, qui a travaillé sur ce sujet, c'était un parti unique de fait en réalité. Sinon, dans les textes, c'était le pluralisme, mais le RDA s'est imposé comme parti unique de fait. Et toutes les organisations étaient affiliées aussi à l'Union soudanaise RDA, y compris la commission sociale des femmes. Donc, Awa Keita, qui était députée, représentait le parti à la tête de la commission sociale des femmes. Voilà, qui était dirigée par l'épouse du chef de l'État et tous les membres étaient plus ou moins des femmes, des époux. Ok, donc par rapport à l'héritage légué, on a compris. Et l'héritage maintenant forcé, de ce qu'on a pu arracher par nos luttes et tout ça. Êtes-vous satisfaite? Est-ce que la nouvelle génération, on est sur la bonne voie? Parce que c'est l'historienne aussi, la professeure, l'enseignante qui parle, ce n'est pas facile. Donc, je vois beaucoup de passion, mais malheureusement, le temps est compté. Et nous, on a beaucoup de questions. Bon, l'héritage est de bois. Si vous voulez, donc, on peut brûler non, on va pas brûler. l'étape de l'UNFM, qui est quand même une étape cruciale aussi, qui a été, je dis, qui a été une étape conscientivore. Tout à fait. Voilà, parce que c'était le monolithisme, c'était le mono-encadrement. Les femmes n'avaient pas le choix de créer d'autres associations. Ah oui. Tout le monde dépendait de l'UDPM, le parti unique. Et l'UNFM. Les objectifs de l'UNFM, la présidente l'a dit, c'était d'adhérer aux idéaux du parti. C'était l'adaptation avec les idéaux. C'était comme le groupement des femmes du parti. Voilà, non, ils étaient, voilà, ils étaient tout simplement, comment dirais-je, non, ils étaient membres à part. C'est le parti ils étaient là pour le parti. Pour appliquer les objectifs du parti, pour adapter l'institution aux structures de l'État. Tout à fait. Je n'invente pas. Donc, c'était vraiment pas la société civile, c'est les textes. Les textes à l'époque, en tout cas, c'est la mentalité. Non, le comportement aussi, c'est une association, parce que c'est important de, quand même, c'est important de le dire, parce que c'est ça que le COFEM va combattre. C'est ça que le COFEM va combattre, parce que c'était une association de femmes, il y avait des femmes très... Le COFEM, c'est le collectif des femmes du Mali. Donc, mais c'était quand même des femmes qui étaient pleines de bonnes intentions. J'ai interviewé toutes ces femmes. Moi, personnellement et directement, j'ai interviewé toutes les femmes qui sont dans le dictionnaire. Et donc, je les ai approchées. Je sais que c'était des femmes de qualité. Je me rappelle de Madame il y avait Madame Cécile Diop. Il y avait toutes ces dames-là. Voilà, les Fatoutas. Une so, non? Et puis, Assata Kouliba, Assata So. Donc, c'était vraiment Rokia Tousso, qui a été la deuxième présidente de l'UNFM après Sira Diop. Donc, c'était, après, la dernière présidente, c'est... Massara, ah oui, c'est vrai, Massara Ndiko. Donc ça, c'est vraiment la période révolutionnaire. Et c'était le mono-encadrement, le monolithisme. Donc les femmes, et chaque fois que le pouvoir avait des difficultés, on faisait appel aux femmes pour organiser des manifestations et soutenir le pouvoir. Soutenir, donc un outil de propagande. Bon, non, un outil de mobilisation pour soutenir, pour venir à la rescousse du pouvoir, disons. Je me souviens, en 1977, vous étiez où là? Je ne sais pas très bien. On était là. Voilà, ils étaient où? On était là à l'école du fleuve. Voilà, le mouvement de Boniface Diarra, là, dont tout le monde a entendu parler. C'était en 1977, je crois. Les élèves étudiants s'étaient levés là parce qu'ils voulaient protester contre l'arrivée de Giscard d'Estaing. Boniface, qui était étudiant à l'ENA, a fait sortir les élèves de Prosper. Ça a été un grand moment, un grand moment d'agitation. Il a été arrêté et déporté d'ailleurs. Mais les femmes sont sorties. L'UNFM a mobilisé toutes les femmes à l'intérieur du Mali et à Bamako pour soutenir le régime. Et je sais que quand on a arrêté Cabral aussi, les femmes des quartiers sont sorties en guise de solidarité envers Cabral et envers Boniface, et plus tard envers Cabral aussi. Quand Cabral a été tué en 1980, les femmes sont sorties pour manifester. Je me rappelle, surtout les étudiants. Mais il y a eu là aussi des marches de femmes de l'UNFM pour soutenir le régime, et ça s'est calmé. Donc, c'est pour moi, je dis les faits tels que se sont passés. L'historienne parle. Voilà, c'est pas autre chose. Ça veut dire c'est pas pour juger, c'est relater les faits. Voilà, c'était un instrument qui était là quand même, bien rodé, bien huilé, mais qui était en place pour servir un peu, pour transmettre les mots d'ordre du parti et soutenir ce parti, le pouvoir en difficulté, chaque fois qu'il était en difficulté. Ensuite, bon,
savez, en 1991, pour venir à ces acquis, ça c'est des acquis fondamentaux, elle vient de parler de ça. Et par la grâce de Dieu, beaucoup d'actrices de ce mouvement-là, de cela. Et en 1990, Moussa Traoré était là depuis 22 ans, depuis 23 ans. Donc il n'y avait pas d'ouverture démocratique, il n'y avait pas de pluralisme. C'était le parti unique, l'UDPM. Et même les organisations là étaient membres de droit de l'UDPM, la présidente de l'UNFM, la présidente de l'UNJM, des jeunes, le président de l'UNTM aussi, de l'Union nationale. Tout le monde était membre de droit de l'Union démocratique du peuple malien. Il n'y avait pas possibilité de créer des partis, ni même de créer des associations. Même les associations féminines, il en existait quelques-unes. Je crois qu'il y avait les entrepreneurs, les juristes, mais beaucoup, ces associations tolérées, et avait comme présidente d'honneur la première dame, Madame Traoré Mariam Sissoko. Donc, vraiment, c'était le monolithisme intégral. Voilà, donc, une partie de militants, un certain nombre de militants se sont levés, on dit, voilà, maintenant, c'est bon. Il faut qu'on passe à autre chose. Donc le mouvement national des femmes pour la sauvegarde. Donc le mouvement démocratique, avant qu'on arrive à la création du COFEM, il y a eu d'abord ce grand mouvement qu'on appelle le mouvement démocratique. Ok, c'est différent du mouvement national des femmes pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Non, ça c'est venu après. Ça c'est venu bien après. Ça n'a rien à voir. Okay. Ça c'est venu après, après le coup d'État. Donc avant, en 90, là, les gens se sont mobilisés. Les hommes et les femmes, avec les militants du mouvement démocratique. Hommes et femmes. Militants du mouvement démocratique. Donc, au mois d'octobre que toutes ces associations dites démocratiques ont été créées. Octobre 90. Donc, 18 octobre 90, si ma mémoire est bonne, là, c'était le CENID, le Congrès d'initiative démocratique. Le CENID. Ensuite, le 19, l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie et le Mali. Le parti même ou l'association? L'association. Le parti vient de... Non, plus tard. En ce moment, on n'est pas un parti. Tout le monde est association. Tout le monde est association. Même si c'est politique. Le 23, c'est l'AEM. L'AEM lui-même avait été dissoute en 1980. Donc, il y avait une espèce de vide. Et lui-même s'était retiré de l'UNJM en 1979. En 80, lui-même a été dissoute. Et puis, le 23 octobre 1990, l'AEM a été créée. Vous voyez toutes ces dates? Voilà. L'esprit est toujours vif. Oui, mais c'est mon métier. Donc, je n'ai pas de quoi être fier. Je n'ai pas de quoi être particulièrement fier. C'est mon métier. Vous maîtrisez votre métier? Non, je n'en sais rien. Mais 23 octobre, c'était la création de l'Union nationale des élèves étudiants, dirigée par le jeune fougueux Oumar Mariko. Donc, voilà. Donc, il est plus jeune, hein? On est parti, donc on a demandé, voilà, bon, l'ouverture démocratique. Bon, on a eu la réponse que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Moi, je me rappelle le 31 octobre 1990, le 31 décembre 1990, tout le monde était là pour souhaiter la bonne année à Moussa Traoré en disant, voilà, il faut mettre la pédale douce, il faut calmer le jeu. J'ai dit, non. Moi, vivant, je ne laisserai pas ce pays divisé. Bon, je ne laisserai pas, des vauriens, de moins que rien, s'aimer le désordre dans ce pays. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à partir. Je ferai tomber une couronne d'enfer sur la tête, etc. C'était trop. Mais entre-temps, le CENID a organisé une marche le 9 décembre, je crois. Le 10, donc il y a eu une marche également. Le 10, le CENID a organisé sa marche. Et le 30 décembre 1990, s'il vous plaît, on a organisé une marche conjointe. L'ensemble du mouvement démocratique. Parce que toutes les associations ensemble. Il y avait, j'ai cité ces trois-là. L'Union fait la force. Il y avait la DID, l'association des jeunes demandeurs, initiateurs et demandeurs d'emploi. Il y avait la JDP, l'association des jeunes pour la démocratie et le progrès. Il y avait la JLD, l'association de... Voilà. Ok, donc petit à petit, vous coalisez, vous arrivez à un certain... Mais une date importante, je le dis parce que Salam est dans la salle. Okay. Le 30 octobre, il y a eu cette fameuse... notre première ministre femme des Affaires étrangères. La date symbolique du 30 décembre, c'était la grande marche conjointe Adema, CENID, tout le mouvement démocratique.
Moi-même, j'étais dans la rue. Bon, on s'est fait gazer à plusieurs Ah bon, hein? Ah oui. Ah, vous êtes là. Ça, oui. Alors, Bon, pour la jeunesse qui nous suit, oui. Surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je sais que vous êtes nombreux sur Facebook, Kingi Visio, partout. Merci infiniment d'être connectés et de suivre voilà, ça, une de nos fiertés. C'est une période de combat. Elles se sont fait gazer. Non, le 30 décembre. Donc, on s'est retrouvés... 1990. On s'est retrouvés au Kandig. Madame, si elle peut témoigner, au Kandig, il y avait 3 orateurs principaux. Donc, l'égérie, la passionnariat de l'ADEMA qui était Madame So Kadato. Depuis à l'époque. À l'époque. Il y avait elle, au nom de l'ADEMA. Elle était là en tant qu'oratrice de l'ADEMA. Il y avait évidemment Oumar Mariko, il y avait, je crois, le 3e, c'était Muntakata lui-même, au nom du CENI. Donc on a dit, c'était bon enfant, c'était assez sympathique comme sport. On dirait, nous on ne veut plus d'anciens, on veut du nouveau. Intercorolé fait faux. Quoi? Donc, du ministère de l'Éducation nationale jusqu'au Kandig, et puis chemin faisant, on a croisé un groupe de contre-marcheurs. Nous avons réglé nos comptes avec ce groupe de contre-marcheurs. Ah bon, hein? Oui, et puis on a passé. Non, mais les périodes révolutionnaires, c'est comme ça. Mais vous voyez le leadership des femmes. À l'époque déjà, il y avait 3 grandes associations qui étaient prises. Bon, plusieurs associations, mais peut-être 3 grandes que... Bon, pas ça, c'est pour parler du mouvement déjà, démocratique. il y a le leadership pour représenter, en tout cas, un camp a été donné à une femme qui s'est exprimée à l'époque. Oui, mais elle est connue pour sa bravoure. Oui, mais c'est... Tout ça. Non, à cause de son courage, de son abnégation et surtout de... Donc, dans cette foulée-là, un groupe de femmes s'est immédiatement retrouvé pour créer le collectif des femmes du Mali qui est le COFEM. Donc, le COFEM est issu de cette lutte. Du mouvement démocratique. Depuis février, ça cogitait dans nos têtes. On s'est retrouvés. Il y avait Salimata Tamboura, il y avait Sanaba Sissoko, qui étaient toutes les 2 membres du comité de rédaction des Échos, lesquels Échos ont été créés par un certain Alpha Omar Konaré. Tout à fait. Bon, donc la structure Djamana était un peu là à la disposition des gens. On se retrouvait, on nous a aidé pour la facilitation des textes et machin. Donc, le noyau, c'était ça. Le noyau dur, Bintou Sanankwa, et puis la Ben Barka pour le RDA, mais le noyau, c'était l'ADEMA. Donc, Roki Atouba est venue. Elle sera d'ailleurs la secrétaire générale du COFEM. Ensuite, il y avait les plus jeunes. Il y avait Roki Sanogo, il y avait Ramata Dja. Tout ça pour dire Bintou Maïga est là. Alors, qu'est-ce que vous voulez de nous? Quelle est votre attente? Non, Bintou Maïga est là. Bintou Maïga, c'est vrai, la tata. Elle sera là. Peut-être levez-vous pour qu'on vous salue. Voilà, elle sera. Avec la CVGR, toujours dans la lutte. Non, surtout elle aussi, c'est la passionnariat légérie de lui-même, qui a eu des histoires, qui s'est fait emprisonner, machin, etc. Donc, qui est passé au CINID. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai tenu à ce qu'elle soit là. Le CINID et l'ADEMA, on est un peu des frères ennemis, il faut le savoir. Mais le SNID semble être l'aîné. Non. On n'est pas du tout. Au contraire. Ah, donc ce sont... Oui. Voilà, donc... Oui. Vous voyez la compétition entre les frères? Non, parce que Bintou Maïga, c'est ses copains, ses amis étaient aussi l'ami du Diabaté. Bon, Madame la ministre Sina s'est excusée parce qu'il y a eu un décès aujourd'hui, justement, un des camarades SNID. Je pense qu'ils l'ont perdu. Donc, moi, je parle beaucoup. Hein. Quand on me donne la parole, malheureusement, c'est comme ça. Donc, voilà, je parle. Mais ce sont des périodes importantes. Ce sont des périodes importantes parce que beaucoup de jeunes nous disent... Non, 91, moi j'ai horreur qu'on banalise le mouvement de 91. Je ne supporte pas. C'est pourquoi quand il y a des déviations, moi j'ai ma langue, mais j'ai ma plume aussi. Donc je sors ma plume, j'écris. Je dis non, il faut mettre le haut là sur ça. Donc ça a été gagné de haute lutte. Et puis les mouvements, ça a continué, les journées sanglantes de 22. 23, 24 mars. Moi, j'ai appelé ça, en tant qu'historien, j'appelle ça les 3 glorieuses. C'est en comparaison, les 3 glorieuses. 22, 23, 24. C'est comme le 28, le 29, 30 juillet 1830, le peuple se battait dans les rues contre son roi Charles X.
qu'il a réussi à renverser. Et après, la monarchie de Juillet est venue. Et en 1948, cette monarchie de Juillet aussi a été renversée. Et la Deuxième République est née avec Napoléon III comme président de la République, qui a fait un coup d'État pour s'imposer empereur. Donc lui aussi, il est devenu sous le nom de Napoléon. Après les trois glorieuses, 22, 23, 24. Paix à l'âme de tous les martyrs tombés. C'était sanglant. Les organisations internationales ont dénombré 150 victimes, parmi lesquelles il y avait 14 femmes. Mais la liste est loin d'être exhaustive. Hein. Et moi, en mémoire des femmes, au musée Moussokunda, j'ai baptisé le grand hall du musée, le hall des victimes féminines du 26 mars 1991. Merci et toutes leurs hommage. Photos sont affichées sur les murs de Moussokunda. C'est en tout cas qui ont Donc pu ça a être été gagné parce qu'on nous a malmenés. Hein. Après, vous êtes là, donc la nouvelle génération aussi tout de gazé, et puis doit s'inspirer. Le bilan a été mis en place. Donc, et puis dans ce genre de mouvement, ce qui est intéressant, il faut écouter parce que pour la jeune génération, je pense que c'est important. Dans ce rôle de mouvement, vous êtes assumé. On se partage les rôles. Donc toi, tu fais ça. Toi, tu es chargé de ça. Toi, tu es chargé de ça. Et moi, j'ai été chargé de rédiger le texte de la déclaration. En réalisant ce texte, j'ai dit, mais dis donc, elle est forte. Hein? Elle est forte. Donc on fustige le parti, on fustige l'UNFF. C'est le courage de la Peul qui est sorti. Et puis on a dit, Adam Ourekiaba, Manassa, vous vous occupez d'installer le bureau de la commune 3. Je me rappelle un soir là, Ourekia, elle a ri. Les deux grandes femmes noires là, moi j'étais un peu petite. Et puis on va au stade Modibo Keïta. Je ne sais pas si on a été pris de mégalomanie ou quoi. On a dressé une grande table là, avec une belle nappe verte là, parce qu'on voulait mobiliser des militants. Des militantes pour le coffre. Je crois que ce jour-là, on a 8 personnes. Dans cette grande... Parce qu'on ne sait pas si on allait vous gazer. Voilà. Non, 8 personnes, parce que c'était le mouvement, c'est le début. Il fallait beaucoup de travail pour faire adhérer les gens. Et puis on a transplanté nos sièges à l'intérieur des quartiers. On faisait venir les femmes sous les arbres. Vraiment, souvent même le sol, etc. C'était vraiment des moments importants. Voilà, le COFEM, on a pris l'égérie de l'ADEMA comme notre présidente. Madame Sananko était, elle aussi, mine de rien, elle est membre d'un grand parti clandestin qui s'appelle le PMT. Ah, ça, c'est l'un des premiers, hein? Oui, le Parti malien du travail. Bon, ça, ils ont beaucoup travaillé dans la clandestinité. Ça, j'ai suivi un peu l'histoire après. Donc, elle est la secrétaire aux relations extérieures. Waouh! Donc, c'est de grands militants voilà, qui ont vraiment joué leur partition. Maintenant, quel message on veut laisser à cette génération? C'est-à-dire, message, moi, après le rappel historique. La lutte, c'est la lutte qui paye. Il ne faut pas baisser les bras. C'est la lutte qui paye. Quand on baisse les bras, on perd tous les acquis. La preuve, après ce combat, après la victoire, le 26 mars, on s'est réveillé, le peuple. Ça, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire avec le coup d'État. Le peuple se réveille un bon matin, il apprend qu'il a changé de chef. Donc, voilà, on s'est réveillé le 26 mars pour dire que Moussa Traoré avait été dégagé, qu'un lieutenant-colonel du nom d'Amadou Toumani Touré était arrivé aux affaires, qu'il a à la tête d'un CNR, et puis qu'il a été... Voilà, le CTSP a été installé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au bout de cette lutte-là, l'effort des femmes a été reconnu. Parce que les femmes trônent. Voilà, dans le préambule même de la Constitution, il est écrit que le peuple du Malien, fidèle au martyr des victimes du 26 mars, là, donc réserve une place à la défense des droits des femmes. Okay. Et puis, voilà, la femme n'était pas promise à l'administration territoriale. Quand même, la révolution a produit la première femme gouverneure de ce pays, qui est Madame Si, laquelle première femme gouverneure est devenue première femme ministre des Affaires étrangères. Mine de rien, on est presque à 17h30 passé, je pense qu'il est 17h40, et on va devoir arrêter à 18h. Donc, je sais que beaucoup veulent vous poser des questions. Peut-être on va aller questions-réponses. Ah, j'ai peur des... moi, je crois que le plus dur est passé. Parce que
ce rappel historique, il fallait... C'était important. Parce que moi, beaucoup de jeunes m'interpellent. Mais quel rôle... Mais moi-même, je ne connaissais pas. Mais vous nous voyez là. Mais au Rekiaba, je marchais à côté d'elle. Et moi, je tenais tellement mon élégance, j'avais mes chaussures. Toujours à talons? Oui, après, au Rekiaba me dit, mais Adam, dans la nuit, tu dis, non, Adam, laisse tomber. Vous allez être gazé. Talons. Les baskets, puis à un moment donné, on les enlève, on les jette, mais c'est comme ça, on arrive. Non, Elle a toujours tenu à son élégance et vous êtes tellement élégante aujourd'hui encore. Voilà. Merci, mais l'élégance n'a jamais empêché ce patriotisme et le fait de jouer sa partition. Parce que, vous l'avez dit, il faut lutter et chaque génération doit aussi jouer. Je pense que ça a été dit. Chaque génération doit mener son combat. Donc je pense aujourd'hui, Jaya Isako, à vous, nos petites sœurs, nos filles, hein, Madame Diara qui est aussi là, Binatou, Awa Idrissa Ali, laquelle on va aussi donner la parole. Est-ce que nos aînés, vous voulez ajouter, vous voulez poser des questions? Peut-être à votre camarade de lutte d'abord. OK. Donc, je remercie vraiment Moussoya et Kumba pour l'organisation de cette émission. Je suis venue en retard, mais j'espère que je n'ai pas raté grand-chose. Je suis très profane à la matière, je ne suis pas historienne, mais je cherche toujours à comprendre en tant qu'amatrice pour les questions de promotion des femmes au Mali. Je retiens de ce que Madame Konaré a dit depuis que je suis là, le fait qu'elle a été femme quand on était sujet, pendant la période coloniale. Elle a été femme quand on a été citoyenne, c'est-à-dire quand on nous a accordé la citoyenneté. Tout à fait. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un autre contexte. On va y venir. Mais ce que j'aimerais lui poser comme question, c'est de savoir qu'est-ce qui lui manque vraiment d'essentiel dans ces deux périodes qu'elle a connues. C'est-à-dire la femme en période sujet et la femme en période citoyenne. S'il y a une évolution positive. Moi, je n'ai jamais été sujet. Hein. Vous n'avez pas été sujet. Non. Ok, donc ça c'est déjà intéressant. Ça c'est déjà intéressant. Mais il y avait quand même un maître colonial. Exactement. Donc c'est déjà intéressant de ne pas avoir été sujet. Mais en tant que femme citoyenne, qu'est-ce que vous retenez d'essentiel? Qu'est-ce qui vous manque en tant que femme? Et l'autre question que j'aimerais poser, parce que ça c'est ce qui va nous apporter quelque chose, nous, en tant que nouvelle femme leader, c'est quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le leadership féminin? On a posé la question, elle n'a pas voulu répondre. Voilà. Mais je pense, je pense qu'il faudrait vraiment une réponse à cette question. Vous êtes mieux placé. Vous êtes mieux placé en tant qu'aîné, mais vous êtes mieux placé également en tant que femme avec beaucoup d'expérience sur tous les domaines. Et nous sommes des femmes leaders aussi dans ces différents domaines. Donc, on aura vraiment besoin... Quel regard? Voilà, exactement. Okay, quel regard vous faites et vraiment, qu'est-ce que vous conseillez à cette nouvelle génération? Okay. Madame Traoré, c'est bien compris. Voilà, merci. C'est vraiment un honneur de me retrouver en face d'elle. Bon, je vais être un peu méchante avec tout le monde. Hein. C'est que c'est un honneur pour nous, qu'à toi, de l'avoir. Bon, on veut bien partager avec le reste du Mali et le reste du monde. Voilà, ceci dit, elle nous a marqué, elle continue à nous marquer. Et je pense qu'on a toujours besoin de ses conseils et des conseils de toutes ces femmes qui sont là. Parce qu'elles ont toutes lutté. C'est-à-dire qu'elles ont toutes apporté... Oui, elles ont toutes apporté leur touche. Voilà. Oui, elles ont toutes apporté leur touche. Et je les remercie pour cela. Parce que bon, on est obligé, il faut qu'on les remercie d'abord. Mais je suis du ministère de la refondation de l'État. Donc ma question va vraiment être axée sur cela. C'est-à-dire, parce que tout le monde parle de la refondation, mais pour vous, qu'est-ce que vous pensez de ce concept de refondation-là? Parce que nous, à notre niveau, on s'est dit qu'il y avait 3 éléments essentiels, c'est-à-dire la refondation de la citoyenneté, la refondation de la gouvernance et la refondation des savoirs, c'est-à-dire savoirs endogènes. Voilà, nos traditions, notre culture, etc.
et en fait les exploiter. Donc pour vous, c'est quoi la refondation? Voilà. Merci infiniment d'entendre Adam. Et je voulais insister sur un point qui est important à mon avis pour vous. Et c'est la question de l'exemplarité. Juste raconter une anecdote. Avant tous ces événements, on organisait des conférences débats dans le cadre de la coopérative culturelle Diamana. On était dans la clandestinité, mais ces conférences débats étaient l'occasion pour nous d'échanger sur les vrais problèmes du pays. Et c'est comme ça qu'on arrivait à s'identifier les uns les autres. Qui a une conscience claire des problèmes qui se posent aujourd'hui au Mali et qui serait prêt à s'engager. Et puis je faisais partie du comité d'organisation d'une de ces conférences. Et je trouve là 2 dames, je les regarde, elles se ressemblent tellement, je me dis c'est sûr que ça c'est une mère et sa fille. C'était ma première rencontre avec Adam et sa fille Atou. Wow. Je les trouve là et puis je les salue poliment, je leur dis bon, je ne sais pas si Adam se souvient, je leur dis bon, vous allez patienter un peu, merci d'être venu. Vous allez attendre un peu parce que les autres, on attend, les autres vont arriver. Donc elle me regarde, elle me connaissait pas aussi. Elle me dit si, et c'est à ce moment que je comprends que c'est la femme d'Alpha Oumar Konaré qui était le directeur de la coopérative. C'est pour dire que c'est dès cet âge-là qu'on marque l'esprit des enfants. Venir Maintenant, la ministre de la et elle porte très haut le flambeau aujourd'hui parce que, pas elle seule, les enfants aussi, c'est l'occasion de le dire, l'exemplarité des parents. Les enfants nous regardent, les enfants voient ce qu'on fait. Les enfants, peut-être quelque part, se disent, ah, c'est dur d'avoir des parents qui sont engagés parce qu'on peut les arrêter comme les Bintou, on peut les torturer et tout, mais au bout du compte, on est fiers d'avoir des parents qui s'engagent pour le pays. Donc même si tous les enfants ne suivent pas cette voie, il y a toujours en tout cas quelque chose qui reste. Ce fond-là, c'est très important. Je voulais vraiment insister là-dessus. L'exemplarité. Et elle a dit, c'est la lutte qui paye. Bintou, Maïga et moi, on était toute la matinée à la pyramide du souvenir. Et on a rappelé les moments intenses où, ensemble, CENID Association, ADEMA Association, on était ensemble, solidaires, et c'est cette solidarité qui nous a permis de gagner ce combat-là contre la dictature. Donc travailler dur, se mettre ensemble pour remporter des victoires. Il n'y a pas, à mon avis, d'autres solutions. Donc je voulais dire ça. Mettons-nous ensemble et nous aurons la victoire. Je vais apporter aussi un témoignage dans le même esprit, mais d'une autre nature, pour montrer la différence qu'il y a entre nous et les jeunes actuellement. Aujourd'hui, les femmes se battent pour se faire valoir, pour se positionner, c'est très bien. Mais ce qu'elles ne prennent pas en considération, il y a souvent des intérêts ou bien des préoccupations qui ne sont pas liées à l'intérêt général. Je reviens à nous. Par exemple, la création du COFEM. Quand on a fait, on a conçu, on a vu que ça n'allait pas. On a conçu, on a tout fait, on a fait les textes. Chacun, on a vu qui pouvait faire quoi. On a fait les textes. Pour faire le bureau, il n'y a pas eu... Personne n'a dit, moi je vais être présidente, moi je vais être... On a regardé entre nous là, qui peut faire quoi, qui est capable de quoi. Qui peut faire quoi. La femme qu'il faut à la place qu'il faut. On les met là-bas, on ne se met pas. L'idée de la CAFO, c'est l'idée du COFEM. C'est normal que ce soit les femmes du COFEM parce que c'était des militantes déjà engagées, clandestines ou pas clandestines. Elles étaient engagées dans la lutte déjà. Donc on savait ce que c'était. Quand on a vu la libération de toutes ces énergies, de toutes ces associations, on a dit, ah, il faut un interlocuteur. Est-ce que vous entendez la voix de ma tata? Écoutez-moi. Il faut un interlocuteur. Au lieu de 1000 associations, c'est bien, il faut un interlocuteur. Et on a conçu la structure, une structure légère. Et on a décidé, aucune présidente de parti ne fera membre de ça. Ça va être une structure à part légère, elle aura la responsabilité. On a conçu ça. On a fait les textes. On a choisi les personnes. Quand on a décidé qui allait être la présidente, elle ne savait pas qui était. Madame Si était gouverneure. On s'est donné rendez-vous dans le bureau de Madame Si. Et on a convoqué Afousseti Tchiro.
On a vu sa condition, ce qu'elle avait fait. Elle ne savait même pas pour quelle raison on l'a appelée. On l'a fait venir dans le bureau. On a dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Ton profil correspond, c'est toi qui vas conduire la CAFO. Et on a fait un bureau restreint. Et ça a fonctionné. Et nous, on était conscients, surtout Salama, on est tellement connus qu'on ne veut paraître nul. On dit non, non, non. Si on paraît, on est trop typé, tout de suite ça va tout fausser. On s'est toujours mis derrière. On a fait ce qu'on avait à faire. Bon, c'était notre façon, c'était notre. Vous n'avez pas fini parce que la CAFO. C'était notre formation. Bon, c'est fini là, maintenant c'est fini. Donc c'est pour dire que maintenant les jeunes générations là, c'est très bien effectivement de vouloir se valoriser, vouloir se positionner. Je vais être ceci, je vais être cela. Mais si on regarde l'intérêt général, c'est impossible parce que nous l'avons fait. Bon, maintenant, je crois qu'on est à une autre phase. Merci. Donc, privilégions l'intérêt. Le micro peut passer. Hein? Juste rappeler que la première présidente de la CAFO, c'était Asta Diallo. C'est après quand Cadet. Oui. Voilà, c'est voilà. Voilà, c'est nous qui l'avons désigné. C'est après que Afsa Touchero est venu. Voilà. Et tout se rappelle. Et je me rappelle, on a été, mon association des femmes ingénieures, la deuxième association de femmes créées. Et là, j'ai été même voir Soyata pour qu'elle puisse nous aider à créer notre association. J'avoue que nous l'avons créée, mais nous avons évolué dans la clandestinité. Et c'est après le coup d'État que vraiment on a pu obtenir les récépissés comme ça. Sinon, même les communiqués pour nous rassembler, ça ne passait pas à la radio. Vraiment. Donc, merci, madame, d'avoir nous édifié et le parcours du combattant des femmes maliennes. Et j'attends impatiemment la réponse posée par Awa. Son regard. Son regard, mais et surtout le conseil qui produit à cette génération remontante. Merci. Merci beaucoup, madame. Permettez-moi de l'appeler Adam. C'est ma soeur, c'est ma fille. Si je vais, elle est tout pour moi. Mais malheureusement, on ne la voit pas souvent. On l'a attendue pendant longtemps et je suis très contente quand tu me l'as dit l'autre jour. J'ai dit, ah, comment tu as réussi un grand coup. Et j'espère que ça va continuer. On espère. Moi, je souhaite que ça continue. On espère. Je ne peux pas dire j'exige, mais je souhaite que ça continue parce que nous avons besoin de ça. Les jeunes femmes qui se disent jeunes femmes leaders ont besoin de ça. Vous avez vu comment elle a dit les jeunes femmes, la jeune femme leader du futur, c'est qui? Elle l'a dit. Elle a dit c'est celle qui peut insuffler. Pour insuffler, il faut d'abord savoir. Alors moi, j'étais très inquiète quand tout le monde se dit leader, leader. Moi, j'ai fait du leadership. Mais quand tout le monde se dit leader, j'ai peur. Donc, il faut participer à des conférences comme ça pour savoir qui est leader, qui doit être leader et qu'est-ce qu'on attend du leader. Awa a posé une question, j'attends la réponse également. Quel est votre regard, vous toutes qui êtes là? Salama, Bintou, toutes celles qui sont là, Bintou qui est derrière moi, on se connaît toutes. Je connais Adam, on a fait l'internat. Ce n'est pas le lycée, c'est l'internat. Il y a une autre vie. Ça, c'est une autre vie. C'est pourquoi elle a dit qu'elle est d'une génération très intéressante. Et elle est devenue historienne. Donc, en pédagogie, c'est tout mis ensemble qui est en elle. Donc, quand on voit sa fille, on n'est pas étonné. Moi, je ne suis pas du tout étonné. Je vais la remercier tout en lui demandant vraiment de se mettre au service des femmes du Mali. Vraiment. Madame, c'est un plaidoyer. On en a besoin. Toutes celles qui sont là et toutes les autres qui sont en dehors d'ici, je pense que vraiment vous devez le faire si vous ne voulez pas laisser les femmes à la dérive. Parce que nous sommes en train de regarder la CAFO. Comment elle a été créée, je sais comment elle a été créée. Mais regardez la CAFO aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que les femmes ont aujourd'hui? En réalité, quel est votre regard? Il faut nous dire cela pour que nous puissions nous corriger, pour que les femmes puissent se corriger. En tout cas, je vous remercie, Adam. Je remercie Koumba, très dynamique, notre fille, très dynamique.
Et qui connaît sa mère ne sera pas surpris de savoir qu'elle est comme ça aussi. Donc, chapeau. Et son père aussi. Hein. Et son père aussi. Oui, le père, c'est mon grand frère. Je parle de ma belle-sœur d'abord. Bon. Donc, il la connaît quand même, c'est qu'elle peut être comme ça. Donc, merci Adam et courage. Et il faut avoir vraiment le temps pour nous les femmes. Mais les femmes aussi, il faut avoir l'imagination, comment la faire venir. Merci. Merci, je suis la plus jeune alors qui va prendre la parole, malgré qu'elle soit. Je n'ose pas dire le reste, sinon elle va me tirer les oreilles. Donc, merci, félicitations pour ce que nous venons d'entendre. Et moi, je pense qu'à la lumière du débat, on s'est interrogé une fois sur cette multitude d'associations de femmes qui naissent. Et qui naissent dans quel contexte? Simplement pour le plaisir de naître ou bien pour aller de l'avant. Il y a un manque crucial pour leur encadrement, il y a un manque crucial pour les moyens, mais il y a un manque crucial également pour l'information par rapport à ce qu'elles doivent faire. Donc je crois qu'il y a nécessité d'ouvrir des débats pour que les gens puissent s'entendre et savoir par quel idéal il faut y aller. Aujourd'hui, on a été éclairé par rapport à un certain nombre de choses qui, j'avoue, moi-même, je ne connaissais pas. J'avais une idée très légère de tout ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on a été éclairé. Je sais que ça pourrait être approfondi encore davantage. Et encore une fois de plus, je vais m'arrêter là. Il y a Mam Diarra Diop qui est une de nos sœurs journalistes à Mikado aujourd'hui chez les Nations Unies. Tanti est une bibliothèque vivante. Quel bonheur de l'écouter. En effet, une belle époque intéressante qui était la leur. Il y a Fatmata Sango qui est aussi une jeune leader à la BDM et la fille de votre camarade de lutte, Madame Sango. Elle dit, Madame Adamba Konaré est notre plus grande encyclopédie. On ne finira jamais d'apprendre de cette grande dame. C'est du très haut niveau. Quel modèle extraordinaire de leadership féminin africain. Il est temps que les jeunes Maliennes que nous sommes suivons ses pas. Gladiateur, ça c'est un de nos hommes managers. C'est un de nos hommes managers. Donc, manager, ça c'est le milieu rap, hip-hop. Je suis surprise. Merci beaucoup pour dire que l'histoire intéresse et le leadership intéresse toute catégorie de jeunes. Le hip-hop malien aussi dit, moi je vais savoir, depuis la démocratie jusqu'à nos jours, ça fait 30 ans, mais ça ne va pas au Mali. Pourquoi et quelle est la solution? Donc, ça va très bien, ça va très bien. mais la vie des nations, c'est comme ça. Hein? Il y a des hauts et des bas, il y a des périodes et des voies. Moi, je ne suis jamais découragé. Même cette floraison d'associations, pourquoi pas? Non, mais c'est bien, c'est du dynamisme pour un peuple qui n'a connu qu'une seule association sur 30 ans. Eh bien, quand ce peuple voit 1000 associations... Après, on va s'autoréguler. Oui, mais je réagis un tout petit peu à ce que Bintou et Salam ont dit, à ce qui concerne cette répartition-là des tâches entre les militants, parce que le militantisme est important. C'est vrai, par exemple, quand on a créé le COFEM, quand mon mari est arrivé aux affaires, on a dit non. Moi-même, j'ai dit non, je ne peux plus continuer à lutter, à rester dans le COFEM, parce que ça va être un peu comme un instrument, bien qu'il y a des têtes fortes que je n'aurais jamais pu manipuler. Hein. Ça aussi, qu'on se le dise entre nous. Donc, mais il y a ce spectre-là, le spectre de la manipulation par la première dame de son association. Donc, pour faciliter les choses, et puis ne pas me faire dire, madame, ça suffit, tu n'es pas là pour me dicter quoi que ce soit. Moi-même, j'ai rendu une belle et gentille lettre à la présidente du COFEM, qui est madame Si. Ce qui ne l'a pas empêché, et chaque fois que j'ai eu des moments agréables dans ma vie, ce qui ne les ont pas empêchés de m'inviter, de partager avec moi, un petit, Tant que membre fondateur, membre fondatrice. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses. Je crois que le temps presse, on gère la pénurie du temps en même temps par Kumba. Donc, je vais essayer de ramasser. On peut toujours faire une édition 2. Hein. De ramasser un peu les choses, en commençant peut-être par les conseils, ce qu'on attend de moi, quel regard je porte. Moi, j'ai un regard plutôt inquiet par rapport au fait que la femme risque d'être dépossédée de son rôle d'éducatrice. Moi, nous avons peut-être que je ne suis pas concernée, c'est peut-être votre génération. Maintenant, les enfants naissent plus savants que leurs parents. Donc, ils sont rodés à l'informatique. Moi, j'ai
Alors, pour les vieilles têtes comme nous, c'est très compliqué. Moi, le petit garçon de 5 ans ou ta petite fille de 5 ans, tu l'appelles, tu lui demandes d'allumer D'abord, tu ne sais pas allumer la télé. Elle allume à 5 ans. Et puis, on dit, mais change. Non, je vais changer de chaîne, je ne sais pas comment. Elle change pour changer de chaîne de télévision. Alors, pour télécharger une application sur son téléphone, pour écrire un message. Mais ils arrivent, ces enfants de 5 ans, avec une telle agilité, tellement que tu es perdu à l'aise, vraiment. Tout à fait. Et tu ne sais pas, et puis à un moment donné, ils perdent patience. Ils disent, mais toi, tu ne comprends rien. Mais je dis, mais je ne comprends rien, c'est pas... Donc, ils te laissent comme ça, la rase campagne, et puis ils s'en vont. Donc, on se retrouve... Ça, c'est la grand-mère qui parle maintenant. Voilà, même oui, même les mères, hein, même la mère que je suis. Je ne suis pas sûre que vous suiviez vos Non, enfants, on nous aide beaucoup. Mes enfants m'aident beaucoup. Vraiment, c'est déconcertant comme agilité, comme rapidité. Alors, on se retrouve dans une situation, au lieu d'éduquer, c'est nous qui sommes en train d'être éduqués par... Mais je parle avec beaucoup d'humour, mais prenez ça au sérieux. Parce que vraiment, les enfants... Parce que ça pose un problème de leadership dans la maison. Que, voilà, ils sont plus savants que vous, vous ne comprenez rien, etc. Donc, il y a comment aussi mettre le garde-fou à ça. Sans compter qu'à la maison maintenant, et tout le monde est avec son téléphone. Moi-même, je crois que j'ai 3 ou 4 téléphones, Kumba, il faut le savoir. Oui, je manipule le téléphone, je passe d'un téléphone. On est submergé. On ne sait même pas pourquoi on a tous ces téléphones. On est submergé. Mais tout le monde a ses téléphones. Chacun est comme ça. Chacun envoie. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de causerie dans les familles. Il n'y a plus de câlins, il n'y a plus de moments. Il n'y a plus de chat. Tout le monde est concentré sur son... Alors, il faut qu'on arrive à stopper ça. Moi, à un âge, à la limite, ce n'est plus mon problème. Mais la jeune génération, il faut que vous vous occupiez de ça. Parce que c'est un problème sérieux. Alors, je vais enchaîner avec les conseils. Ce sont pas des conseils de sagesse. Moi, j'ai dit... je vais ouvrir juste 2 minutes pour parler encore de moi. Toujours parler de moi en tant qu'historienne. C'est le meilleur exemple. Donc, vraiment, je suis un peu Amazon à ma femme. Figurez-vous, tout ça, c'est intéressant. J'avais 6 ans quand mon grand-père m'a demandé que j'aille faire l'école chez lui à Koulikoro. Il m'a inscrite à l'école régionale. Le grand-père, déjà. Il avait 60 ans. Et c'est lui qui me prenait à vélo pour m'amener à l'école sur 3-4 km à dos de vélo. Il a conduit son vélo jusqu'à presque 90 ans. Wow. Ses enfants ont pris le relais. Mais j'étais une enfant gâtée comme toute petite fille. Non, moi, parce que moi, mes grand-mères, mon grand-père était austère avec ses enfants. Il ne causait pas avec les gens. Il était un homme austère tout court. Alors, mais la seule distraction qu'il avait trouvée, c'était de me provoquer. Et quand il me provoquait, et ça ne ratait pas, je me défendais. Et avec quelle arme une gosse de 5 ans, de 6 ans peut se défendre? Ce sont ses ongles et ses dents. Donc je le griffais, je le mordais. Déjà? Ah oui, il m'arrivait de la combattante. Prendre par le l'esprit combatif était déjà. Ah oui, donc ça l'amusait drôlement, mais moi ça m'énervait. Pour des problèmes, tout à fait simple, moi je disais, puis on causait comme ça. Je dis, grand-père, Bakoroba, est-ce que tu connais la plus belle femme de Kati, parce que mon père vivait à Kati avec ma mère. Il dit, Adam, je ne connais pas. Je dis, c'est ma mère. C'est la plus belle de toutes les femmes de Kati. Il dit, ah bon? Et puis, il laissait passer un moment. Et puis, il me dit, Adam, est-ce que toi, tu connais la plus vilaine femme de tout Kati? Moi, je dis non. Il dit, mais c'est ta mère. Alors, ça suffisait. Ça vous irritez. De me jeter sur elle, je le mordais, etc. Donc, j'ai été un peu cette Amazone-là d'elle. Je suis née Amazone avec mon grand-père qui m'a appris l'art de la guerre. Après, dans la rue, je me battais contre les garçons du quartier, etc. Maintenant, bon, ça s'est transposé autrement avec la bouche. Oui, et la plume. Avec la plume. Bon, mais je suis restée cette combative, toujours. Combative-là. Mais avec l'âge, quand même, on s'agit un peu. De temps en temps, bon, l'Amazone se réveille. Mais je crois que globalement, je suis sage. Je viens de lire tout à l'heure, avant de sortir, que la nouvelle présidente de Tanzanie s'agenouille devant son mari. Bon, voilà, et elle dit que non, ce n'est pas un geste de faiblesse, c'est parce que c'est un geste d'affection et d'amour. Comment ne me demande pas si je m'agenouille devant... Non, je sais que vous ne vous agenouillez pas. Devant le président encore. Donc, mais j'ai quand même lu ça. Alors, donc, la sagesse vient quand même. La sagesse vient. Mais là, je vais être sérieuse. Moi, je pense que le conseil que je peux donner, c'est encore les valeurs.
le sens de l'honneur, le sens de la vertu. Je vais faire un peu d'érudition, d'étalage de savoir, mais ce n'est pas grave. Ça permet aux gens de relativiser, de rester humbles, de savoir que ce qu'on a... Toucher un peu aux questions de refondation de la société. Non, mais ça rejoint cette question. Ça permet de relativiser, de savoir que ce que nous avons ici, que nous considérons comme notre patrimoine aussi, a été développé ailleurs. Là où je dis, je fais de l'étalage de savoir, sachez que déjà, en Grèce antique, il y avait deux notions fondamentales. La vertu, l'honneur, qui étaient même déifiées. Il y avait une déesse en Grèce qui s'appelait Arrêtée. Ensuite, chez les Romains, c'est devenu Virtus. On a même construit un temple pour Virtus et on lui rendait un culte. Donc, ils ont développé le sens de l'honneur, de la vertu. Ce sens qui est devenu une véritable passion, un sens aigu de la responsabilité du don de soi autrui. Et ce don de soi autrui, cette responsabilité aiguë, Montesquieu, on le sait, l'a transformée au niveau de la République. Donc il faut que nous soyons soutenus par cette passion, par cette notion de vertu. Pour revenir à sa question sur la fondation, moi je crois qu'il faut replacer la vertu au cœur de la gouvernance. J'ai fait des articles à propos de ça. Je me dis que les valeurs fondatrices que sont toutes ces valeurs que j'ai citées là, Dieu a fait que ce sont les valeurs qui sont l'apanage des femmes. Qu'est-ce qu'on dit? On dit la femme est l'épicentre du système social. Elle est la gardienne des valeurs. On le martèle à longueur de journée. C'est elle l'éducatrice. Derrière chaque homme se trouve une grande dame. Elle est la mère nourricière. Elle est le fleuve nourricier. Badjeliba, ni douter, ni mousote douter. Donc, sans la femme, on nous dit ça toujours. Il y a rien. Donc, elle est là, elle est le pivot du système social. Elle est l'épicentre du système social. Mais mon Dieu, mais accaparons, réapproprions-nous ces vertus qui sont les vertus du futur. Donc, ayons ce sens aigu du don de soi, de sacrifice pour l'autre. Acceptons de souffrir pour amoindrir la souffrance des autres. Je crois que c'est important. Moi, j'insiste sur ces vertus. Mais je vais le dire, jusque-là, l'homme s'est érigé un monument. On est tombé dans l'anthropocentrisme, là. L'homme croit qu'il peut tout faire. Il a tout ravagé. Bon, les colonisateurs, ils sont venus. Ils ont sauf Covid-19 pour l'instant. Et puis, un vilain petit virus qu'on ne voit même pas, dit voilà, allez, ça suffit comme ça. Tout le monde au sol. Tous vos agents sataniques, vos sacrées machines là, tout est couillé. On a tous la bouche dans ces espèces de choses-là. Bon, donc, voilà, on est tous... non, elle vient de l'enlever. Elle vient de l'enlever. Voilà, donc on est tous là renvoyés à notre humanité, à notre pauvre et triste humanité, disons-le. Nous ne sommes rien qu'un atome dans cet univers-là. Donc, à partir de là, je dis, soyons aussi humbles. Sachant que nous sommes des humains. Et que le monde, vous avez dit ça au début, le monde, ça ne se mesure pas en termes de grandeur ou de faiblesse, mais en termes de grandeur et de faiblesse. Nous sommes des humains, à la fois grands par moments, à la fois faibles. Nous avons nos moments de grandeur, de bonheur, de joie, mais nous avons aussi nos moments de déprime même. Et je crois que c'est Sartre qui disait qu'on n'est pas homme tant qu'on n'a pas trouvé ce petit quelque chose pour lequel on accepterait de mourir. Mais moi, je dirais au contrario, qu'on n'est pas homme tant qu'on n'a pas vécu ce petit moment où on a eu envie de ne rien avoir envie de faire. Ou même on a eu envie de ne plus vivre. Donc tout le monde, il y a beaucoup de gens qui passent par là. Vraiment, aujourd'hui, je n'ai envie de rien. C'est comme ça. Mais ça, c'est notre part d'humanité. Donc il ne faut pas que la femme, que nous pensions que la condition de femme est un défi. Ne nous lançons pas de défis inutiles. Prenons nos responsabilités. Assumons-nous. Réapproprions-nous les valeurs qui sont les nôtres. De pivot, voilà, de gardien des valeurs, de puissance du système social. C'est notre code d'honneur. Moi, j'appellerais ça le Dambé. Moussoya Dambé réside dans ça. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humilité portée à un stade paroxystique. Et je vais donc pour la refondation de l'État, mademoiselle, moi, on prend le texte, on sait que... C'est Madame Diarra. C'est Madame Diarra, ça va violer, mais de grâce. Repensez. Moi, j'ai même envoyé un article au CNT, le Conseil national de transition. Le peuple du Mali, ma dernière lettre ouverte là. Ça c'était OK. Je ressente le débat. Oui. Vraiment sur les valeurs. Moi, je crois au réarmement moral. Nous avons besoin de ce réarmement moral.
Les vertus, le monde de demain sera basé sur ces vertus fondatrices. Et Dieu fait que ces vertus-là sont des vertus féminines. Donc le 21e siècle, il sera féminin ou il ne sera pas, hein? Il le sera. On sera là. Moi, je suis une féministe par passion, mais pas seulement par passion, parce que j'étudie la question depuis, je sens des choses, je flaire des choses. Donc, pour en revenir à cette part d'humanité, je vais vous faire une confidence. Bon, malheureusement, ça ne peut pas rester dans cette salle, parce que vous venez de dire qu'on a été... Ah oui. 443 partages, Moussoya n'a jamais eu ça. Vous savez, 443 personnes ont repartagé l'émission. Quand moi j'ai ce moment-là de déprime, donc je m'arrête un peu. Je dis, bon, évidemment, je prends mon word, je suis musulmane, je fais des bénédictions, parce que le poids des mots des bénédictions, c'est aussi lourd qu'une tonne de riz ou une tonne d'or. Donc, ne minimisez pas le poids des mots. Donc, il y a la religion. Les wirds, on s'aide avec toi. Ça, mais il faut s'aménager aussi des moments, moi j'appelle ça de religiosité laïque. Des moments de concentration personnelle. On s'assoit, on évalue, après on relativise, après on répare des bons pieds. Moi, je fais souvent cet exercice. Hein, c'est important. Je ferme les yeux, je dis, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que moi, Adam, j'ai? J'ai ci, j'ai ça. Je pense à plus nanti que moi. Je pense à moins nanti que moi. Je pense à la voisine d'à côté. Je pense à la promotionnaire du lycée, de l'école primaire, qui n'a pas ci, qui n'a pas ça. Je projette loin. Je pense à la villageoise qui n'a rien, qui n'a même pas de l'eau potable. Je pense à la pauvre femme du quartier qui n'a pas 2000 francs pour payer les frais d'ordonnance de son enfant malade. Et moi, je brasse le grand loin. Je vais très, très loin dans ces climats difficiles, les déserts, sous la neige, ces femmes là-bas qui n'ont rien. Quelqu'un a dit déjà à qui Dieu a tout donné, c'est-à-dire rien, qui se battent dans l'adversité la plus absolue, où chaque geste c'est un acte héroïque. Donc, quand on a fini de faire le tour de ça, je dis, mais quand même, aujourd'hui, je suis capable de faire cette évaluation. Ça veut dire que je suis au moins en bonne santé, physique et mentale. Donc, ça me permet de réévaluer et relativiser. Et quand j'ai fini de relativiser, bien sûr, je me mets debout. Donc, prête au combat encore. Merci pour cet enseignement. C'est une leçon. C'est presque de la méditation. Voilà. On va aussi vous l'emprunter et le faire de temps en temps. Donc, ne baissez pas les bras. Ne soyez jamais découragés. Que vous soyez découragés, c'est normal. C'est notre part d'humanité. Oui. C'est ça la vie. Chose qu'on voudrait faire parce que Madame la ministre Sangaré Umumba a fait le plaidoyer. On espère vous voir. Mais comme on ne vous voit pas beaucoup, on veut aussi profiter de l'opportunité pour vous remercier. Vous, à travers tous vos camarades de lutte et ceux et celles qui sont tombés par rapport au sacrifice consenti, merci infiniment. Donc, nous avons symboliquement un chiwara, Tanti Salama l'a eu, qu'on donne à toutes les Moussotiers Sirlé. Sur le plateau de Moussoya, une fois par mois, on a cette émission avec les sœurs Sila, aussi l'ont eu. Donc, on essaie toujours de valoriser et de revenir sur cette humilité aussi. Parce que le chiwara féminin là est donné par rapport aux efforts consentis et les vies qu'on a pu toucher. Je pense que vous avez touché beaucoup de vies, mais personnellement aujourd'hui, vous avez encore retouché nos vies. Parce que peut-être on se sentait un peu leader, mais même par rapport à ce rappel historique, où on a vu qu'il y a beaucoup à apprendre encore, beaucoup à apprendre par rapport à notre propre histoire, ce rappel historique par rapport aux valeurs ancestrales, aux valeurs positives, où nous ne sommes rien qu'en servant le collectif. Cherchons d'abord le collectif avant l'individu. Ça, c'est super important. Donc, on va demander à la Tata Bintou Sanankoua, notre grande historienne aussi. Beaucoup de gens disent la fille adoptive d'Amadou Ampateba, par ses écrits et tout. On va demander aussi à Amadou Diawara, du groupe Famille qui est là, qui veut aussi vous faire un cadeau, un livre qu'il veut vous offrir. Donc, Tata Bintou, si vous pouvez lui donner le chiwara et le certificat. Ça se passe ici. Donc, ce certificat est décerné à Madame Adamba Konaré pour les efforts consentis, l'abnégation et les services publics rendus, avec toute notre gratitude et reconnaissance, fait à Bamako le 26 mars 2021. Et le chiwara féminin, vous êtes historienne, vous connaissez beaucoup, et on a vu tous ces monuments au Bamako qui nous rappellent nos cultures et tout. Donc, vous savez ce que ça signifie, et nous voulons que vous continuiez
même si c'est une fois tous les 3 mois. Déjà. Donc j'espère que de ceux qui vont parler demain déjà demain. Tanti, depuis septembre, j'anime une émission sur une télévision. Cela me ferait énormément plaisir de vous recevoir et surtout de nous réimprégner de tous ces mots. TM1 TV. Voilà. Merci beaucoup, Amadou Diawara. Et je voudrais que tout le monde applaudisse Amadou pour moi. Parce que ça fait 1 mois qu'on est ensemble. Bon, on était ensemble depuis, mais pour le mois de mars, connaissant déjà son engagement et soutien pour les femmes, un vrai Kamalen Issara, j'ai dit à Amadou, je voudrais que les autres puissent profiter de Moussoya en dehors du Mali. Et je n'ai pas les moyens. Et tu as cet outil formidable qui est Kingi Visio. Tu as tout cet arsenal. Il a dit, mais il n'y a aucun souci, grande sœur. Et il a mis tellement d'argent au début, Edem nous fatiguait, vous avez vu, il a même acheté un groupe électrogène neuf. Et ça, c'est des millions. Et quand on a su qu'on avait notre leader, notre modèle, notre inspiration, l'ancienne première dame, Madame Adam Bakonare, Amadou a dit waouh. Regarde, même aujourd'hui, il stressait les caméramans. J'ai dit, Amadou, c'est vrai, mais il faudrait que les autres puissent suivre aussi. Il dit non, la priorité d'abord, c'est son confort dans la salle. J'ai dit oui, mais si elle parlait que les autres ne suivent pas, on ne peut pas les garder pour nous. Donc il a aussi voulu donner 2 livres. Donc je vais donner la parole à Amadou et te dire. J'ai l'habitude de tellement parler qu'aujourd'hui, je crois que l'émotion elle est assez grande pour moi parce que on est dans l'université virtuelle du Mali et je crois que c'est une première dans l'histoire du Mali d'avoir une université virtuelle. Nous sommes un millier d'étudiants et en une année. Et je pense que vous avez parlé de cette pandémie. On est un millier d'étudiants en une année et c'est un projet à caractère social que j'ai souhaité à travers mon métier que le numérique, mais à travers aussi mon groupe d'offrir aussi ce projet. Je pense que je ne sais pas si Koumba Siawa va peut-être parler. Si Siawa ne parle pas, on n'a plus le temps, mais c'est un projet à caractère social. Aujourd'hui, je vais offrir 10 000 bourses à des jeunes Africains qui sont en train d'étudier. Des Sénégalais, des Ivoiriens, tout le monde est en train d'étudier. Et pendant cette période de pandémie, le projet avait été lancé au mois de novembre dernier. Il n'y avait pas de pandémie de Covid-19. On a dit que je suis un peu déstabilisé. Et je pense que la nature nous a un petit peu donné raison. Il y a eu cette pandémie où on le regrette, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais aussi, cette université aujourd'hui, on a des étudiants de partout dans le monde, pas que des Maliens, pas que des Africains. Et vous avoir aujourd'hui chez nous, je pense qu'après une longue période de silence de votre part, et je crois que l'honneur est ici. Et j'ai eu l'appel du président de l'Institut des sciences appliquées de France, le groupe INSA, à ce Paris. Ils m'ont tous appelé, me dit Amadou, je ne sais pas comment tu as fait, mais je crois que tu es une bénédiction pour nous. Je lui ai dit, mais comment je suis africain, je suis malien. Il me dit non. Tu es notre partenaire et aujourd'hui, tu as la première dame qui a reçu à parler de l'histoire de l'Afrique au moment où tout le monde essaie de faire semblant que l'Afrique n'a pas d'histoire. Elle a répondu au président Sarkozy et tout le monde a vu à quel point cet homme manquait d'histoire et ça le ramenait là où il est aujourd'hui avec des problèmes de justice. Donc la fierté pour moi aujourd'hui en tant que Soniké, en tant que Kaizen, et je crois que je grandis à 2 rues, parce que je suis franco-malien mais je grandis dans tous les villages de la France, de la famille de Goulo Konaré, donc je connais très bien la famille. Iba, c'est un ami. Donc, vous offrir ce livre que je préface. Je ne suis pas écrivain, mais je suis un entrepreneur, un serial entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai la chance de diriger un groupe de 200 collaborateurs, une présence au Mali, à Toulouse, à New York, au Rwanda, au Niger, en Côte d'Ivoire. Vous avoir chez moi aujourd'hui avec une équipe jeune de 200 collaborateurs. Et j'essaie, mais c'est aussi ça aussi. C'est aussi ça, vous êtes nos mamans. Vous devez encore souffrir. Tant que nous sommes là, nos mamans, elles doivent souffrir. Voilà, et je termine juste pour dire que la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que parmi mes collaborateurs, et la majorité c'est des femmes, et les responsables c'est des femmes chez moi, et aujourd'hui, et le groupe tourne à cause des femmes, et moi je ne suis que dans le social, et merci à vous Tanti d'être là, et ces livres je les fais passer comme entrepreneur, et voilà, ça s'arrêtera, je ne suis pas écrivain, et je suis content de vous avoir, la plupart d'entre vous, je vous connais, et je suis tellement ému aujourd'hui et fier. Et il y a une dame aussi qui est Véronique Diarra qui m'a appelé, qui était venue et plusieurs fois elle m'a dit Amadou, est-ce que je peux voir madame la première dame? Je dis je connais son fils, c'est un ami, mais je ne peux pas te prendre cet engagement. Véronique, je suis désolé. Elle est en train de suivre la conférence en ligne depuis Paris. Elle est écrivaine aussi et très engagée. Elle m'a dit fais tout Amadou pour qu'elle arrive à lire mon livre et elle me l'a envoyé par DHL. Elle me dit je veux juste que tu aies le courage de lui remettre le livre.
Donc j'aimerais bien vous remettre les livres, c'est le dernier voyage du roi Aboubakry Keïta et je m'excuse pour le temps. Voilà, donc tout heureux et tout fier. Que dire? Alors moi je crois que ce que les gens ne comprennent pas ou peut-être ignorent, je ne sais pas si je peux prendre ce terme, c'est l'humanitude que vous avez. Et ça moi je peux le confirmer. Oui, vous vous rappelez de ce couple d'albinos que vous avez tiré des broussailles et des tas d'ordures? C'était à l'époque, moi j'étais étudiant, je vous envoyais toujours mes visions, mes lectures, et je vous avais parlé de ce couple d'hommes et de femmes, et qui n'ont eu aussi, parce que question d'ADN, donc des enfants albinos, et qui étaient rejetés quelque part à Ouenzéondougou. Et un beau jour, le service social me dit, mais Tcherno, donne-nous les indications de cette famille, parce que la première dame voudrait leur donner un logement. Et c'était ça. Alors, je crois que ça, c'est important. Hein. Je pourrais dire certainement que je suis ce que je suis quelque part parce que vous êtes. Hein. Ça, non, moi, je crois que c'est important. Mais, on ne va pas se mettre à dire tout ça. Hein. Mais il est bon que vous sachiez que je vis cela. Et il est bon que les uns et les autres sachent cela en vous. Hein. Que l'intellectuel que vous êtes, et comme vous venez de le dire, est pétri aussi de ce qui fait l'essence des valeurs, vertus et autres, hein, et reconnaissance et gratitude. Alors donc je crois que cela est important. Au-delà de ça, donc c'est de souhaiter, comme les uns et les autres l'ont souhaité, peut-être une fois par mois. Ça peut ne pas être ici, mais que désormais, voilà, non, je crois que c'est important. Moi, je comprends parce que c'est l'absence de vertu, d'humilité qui font qu'aujourd'hui, la personne vertueuse se met de côté pour échapper à tout ce à quoi on assiste aujourd'hui. Mais alors, en le faisant aussi, nous abandonnons. Alors, donc, quelque part, souvent, sortez pour faire mal. Alors, je crois que cela est important. Hein? Alors, voilà, très adorablement à vous et puis à tonton, monsieur le président. Et puis voilà. Hein? Bon vent. Merci. Le mot de la fin, pour conclure tout ça, et quand est-ce qu'on se donne rendez-vous? Le mot de la fin, permettez que, heureusement, j'avais peur en arrivant ici, en disant, pourvu que quelqu'un n'aille pas m'appeler mamie, parce que je déteste ce terme-là. Bon, jusque-là, ça va, on a dit tanti. Parce que chez moi, il faut le savoir, il y a papi, mais il n'y a pas mamie. Donc, je ne suis la mamie de personne. Maman, c'est maman. Tous mes petits-enfants là m'appellent maman. Donc, oui. Heureusement, maman, personne, ça, je suis bien contente pour ça. Donc, ceci dit, quand même, je voudrais remercier Koumba. Franchement, si j'ai accepté son émission, parce que j'ai vu en elle une femme d'abord d'un dynamisme inouï. Elle est là partout, elle est passionnée par ce qu'elle fait. Elle a dit, ça fait vraiment 2 ans qu'elle me court après. Bon, je dis quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, je la suis à la trace, je sais tout ce qu'elle fait. Donc, je profite quand même de cette occasion pour la féliciter aussi pour son engagement, pour tout ce qu'elle fait. Seul le travail paye, mais c'est ensemble que nous devons travailler. Donc, merci et on se dit à demain. Et là, on clôture avec la conversation avec les hommes. Kamale Nissara, Amadou Diawara, Maxime Ouenato et Bala Mariko et Cheikh Tidjane Diallo. Donc, on se dit rendez-vous demain matin à 10h. Merci infiniment. Merci vraiment Facebook, Kingi. Merci à Madame la Première Dame. Moussoya! Mieux comprendre la femme.